Bienvenue sur la cour commune, la cour qui vous appartient tous les mardis, vous le savez, c'est un sujet santé qui nous réunit. C'est un plaisir de vous retrouver donc en cette matinée. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet qui nous touche toujours, peut-être tous les jours ou encore peut-être quelques fois par semaine ou par an. C'est à vous de voir combien est-ce que vous vous laissez toucher par les situations que vous traversez. Parce qu'en réalité, il y a des choses qu'on ne peut pas réellement modifier, il y a des choses qu'on ne peut pas supporter peut-être comme les autres le souhaitent. Alors, c'est quoi le sujet? C'est bien la dépression. La dépression, comment y faire face? C'est l'interrogation qui nous réunit en cette matinée sur la cour commune et déjà sur mon plateau, Aurore Dossiovo. Bonjour, Madame Dossiovo. Bonjour madame. Comment est-ce que vous allez? Je vais très bien. Alors, vous êtes coach en développement personnel et également coach en entrepreneuriat. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup. Alors, en plus de vous, je reçois ce matin Herman Inde. Bonjour Herman. Bonjour madame. Comment est-ce que vous allez? Je vais très bien, merci. Vous êtes étudiant. Et enfin, Diane Oniodia, bonjour. Bonjour Ponel Ade aussi, bonjour à tous. Vous allez bien ce matin? Je vais très bien chez vous. Ça va, merci. Nous attendons une autre invitée dans les prochaines minutes. Mais en attendant, sachez que vous pouvez nous répondre, ou plutôt envoyer vos commentaires sur le 55 01 82 91. Le 55 01 82 91, ça c'est via WhatsApp. Ou encore nous appeler sur le 98 80 93 111. Le 98 80 93 111 si vous voulez intervenir directement sur ce plateau et les deux numéros vont s'afficher ou défiler en bas de vos écrans tout simplement. Alors je voudrais quand même vous demander pour ouvrir cette discussion si Madame Aurore, même si vous êtes coach, Oui. il vous arrive déjà ou bien il vous êtes déjà arrivé de déprimer. Oui, il m'est déjà arrivé de déprimer déjà. En face des situations de la vie, il m'est arrivé de déprimer, de connaître des situations vraiment pas terribles, pas intéressantes. Eh bien, on a tendance à lâcher un peu. Vraiment. Ayman. Oui madame, bonjour. Bonjour à tout le monde. Plusieurs fois ça m'est arrivé. Et ça, parfois on a l'impression de faire remettre sa vie en cause. Donc c'est inévitable. Inévitable. Diane. Absolument. Il m'est arrivé de déprimer en face peut-être des situations que je ne pense même pas, entre autres, me retrouver dans ces situations quand ça vient. C'est que parfois tu vas d'appétit, c'est la tristesse tout le temps, on est abattu. Donc, voilà. Alors, Madame Aurore de Sevaux, c'est quoi en réalité être en dépression? Être en dépression, c'est traverser un temps de colère excessive ou de peur excessive face à une situation qu'on traverse. Donc, c'est au-delà des peurs naturelles, enfin, cycliques qu'on a, parce que on semble étouffé de l'intérieur, en réalité. C'est une situation où on manque sa paix à l'intérieur de soi et on ne sait pas vraiment comment se remettre, comment s'y faire. C'est comme si on est fermé dans une chambre. Il n'y a pas d'issue, on n'a que le mur en face de soi. Et là, on perd un peu le contrôle de soi, à l'intérieur de soi, parce que tout se passe en réalité à l'intérieur. Celui qui est en face ou ceux qui sont dans l'entourage peuvent ne pas même s'en rendre compte, mais on est tout seul là, à s'étouffer, tout seul. Et c'est un peu ça la dépression. Ouais. On est en groupe, mais on est seul. Oui, on est en groupe, mais on est seul. Alors, Herman, est-ce que vous retrouvez dans ce que Aurore Dossio vient de dire? Évidemment, la dépression en réalité c'est un souci qui remet l'existence même, l'existence humaine. Parfois, on a envie de ne même pas quitter la maison, de rester à chaque fois dans sa maison face à des situations qui nous compliquent la tâche, qui nous compliquent la vie. Exemple, la mort, les décès et même les accidents de circulation, des maladies à laquelle on pense ne pas s'en sortir. Donc, il y a beaucoup de choses aussi qui s'en suivent. Très bien. Alors, Aurore Dossio, je reviens à vous. Est-ce que, disons, il a parlé un peu des causes, des décès, des situations, des maladies, accidents de circulation, mais il y a autre chose qui peut nous amener à ce sentiment-là où on se sent carrément seul, unique au monde, sans personne réellement à côté de nous pour nous aider. Oui, bon, c'est des situations courantes de décès, c'est vrai.
des temps de maladie ou bien un manque, un besoin. Moi, je me rappelle la dernière fois où j'ai déprimé, c'est parce que je venais d'avoir un enfant qui n'avait pas encore 1 an. Et c'était comme si j'étais encore enceinte. Et du coup, franchement, ce n'était pas du tout la joie parce que je me demandais, mais voilà, moi qui aime vraiment bouger, comment je vais faire. Donc, ça a pris quand même près d'1 mois où je réfléchissais et tout. Et je n'arrivais pas à m'en sortir. Mais finalement, les règles sont revenues et la paix est revenue. Donc. La paix est revenue. Alors, Diane, pour vous, en dehors de tout cela, est-ce que vous trouvez d'autres causes ou bien d'autres sentiments qu'on peut avoir quand on est en dépression? Quand on est en dépression, tout de suite, peut-être, c'est difficile pour nous de se concentrer. Peut-être quand vous travaillez dans un service, dans une entreprise, et vous êtes en dépression, vous déprimez. Vous n'avez pas envie, pas même envie, pas la volonté. C'est difficile pour vous, la difficulté, voilà, de se concentrer sur ce que vous faites au boulot. Vous êtes partagé, vous réfléchissez tout le temps. Alors, il y a manque de concentration déjà dans ce boulot-là que vous faites. Et là, tout de suite, quand quelqu'un est à côté de vous, la personne ne peut toutefois pas comprendre que c'est parce que vous déprimez, vous êtes en dépression. Il va falloir peut-être que vous discutez, que vous parlez. Quand la personne vous pose la question de savoir, mais qu'est-ce qui se passe, que vous vous expliquez. Donc, à part cela, peut-être l'anxiété. Il y a l'anxiété, il y a plusieurs symptômes. Quand quelqu'un déprime ou quand quelqu'un est en dépression, tout de suite, il y a plusieurs symptômes. Quand on voit ça ou quand on sent ça chez cette personne, on se dit tout de suite, ah, cette personne déprime, cette personne vit une situation, peut-être il va falloir l'aider ou voilà. Très bien. Alors, Aurore Dossou-Ovo, est-ce que être en dépression ou le désespoir, c'est inévitable, c'est commun, on doit passer par là? Oui, je crois, c'est pas on doit passer par là, mais il arrive qu'on passe par là. Et ça s'impose en réalité à soi. Parce qu'on ne programme pas de déprimer en réalité. On se rend compte qu'on est en train de déprimer. Et généralement même, c'est pas ceux-là qui sont censés comprendre, enfin, on ne sent pas en réalité qu'on est en train de déprimer. Peut-être le truc est un peu plus développé au niveau des Européens, où ils sentent que voilà, la manière dont ce dernier réagit, c'est déjà la dépression. Mais sous nos cieux ici, c'est comme, bon, aussi longtemps que tu n'es pas à Djako, déjà, tu ne déprimes pas. C'est comme, bon, c'est le quotidien, c'est normal. En réalité, il y a des temps vraiment difficiles. Et c'est des moments vraiment qu'on n'a pas prévus en réalité. Donc, ça arrive. Ça se passe sur beaucoup de personnes même autour de nous. Oui. Et à quel moment on doit s'inquiéter? Oui, on doit s'inquiéter quand ça devient... Quand on commence par fuir vers l'avant. Quand quelqu'un, par exemple, est dans un groupe et puis la personne est ailleurs un peu tout le temps, il ne s'intéresse pas. Peut-être ça peut amener la personne à sortir de la maison sans raison. Parce qu'on ne sait même pas là où... ça se passe en quelques minutes. La personne disparaît, mais on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas. Bon. Et non seulement ça, lorsque la personne parle tout seul, tout le temps, c'est des symptômes de dépression que la personne traverse. Soit il est excessivement en colère. C'est des temps de dépression que la personne traverse. Et nous devons vraiment faire attention à ça autour de nous réellement. Oui. Très bien. Alors, nous allons marquer une petite pause pour installer notre dernière invitée sur le plateau. Voilà, donc retour sur le plateau, je vous le disais, nous avons une autre invitée en plateau. Il s'agit de Nancy Lissorossi. Bonjour. Bonjour madame. Comment est-ce que vous allez? Je vais très bien, j'espère que vous allez bien aussi. Merci, très bien également. C'est un plaisir de vous recevoir. Vous êtes médecin de santé publique. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, nous parlions donc de la dépression, ses symptômes. Comment est-ce que on peut la déceler, j'allais dire, auprès d'un proche qui est avec nous. Aurore Dossou-Ovo, vous nous disiez donc tantôt que ce sont des situations de la vie qui nous amènent donc à déprimer. On n'a pas prévu de déprimer, donc la situation vient, on réagit et donc on se sent seul au monde et tout. Évidemment, c'est des situations qu'on ne prévoit pas, donc on se retrouve dans ce genre de situation
et on se voit en train de déprimer, même si le mot est un peu dur, on n'aime pas vraiment dire qu'on déprime en réalité. On aime dire quoi? Ben bon, c'est comme si ça ne va pas seulement, quoi. C'est comme hier, quand j'ai reçu la question, avez-vous déprimé, avez-vous connu la dépression? J'ai dit, waouh, mais est-ce que j'ai connu la dépression? Alors, Nancy, dites-moi, à quel moment est-ce que cette situation de dépression doit nous inquiéter et inquiéter les proches? C'est surtout au moment où on commence à perdre intérêt à toute chose. On commence à perdre intérêt à toute chose. On commence à perdre la motivation pour quoi que ce soit. On n'a plus envie de rien. On n'a pas envie de se battre. On descend en fait un peu comme dans un trou où on perd confiance en soi. On commence par vivre sa vie comme étant une vie de désespoir. Et lorsque les troubles alimentaires commencent à s'associer, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui peut commencer à perdre du poids, même sans faire du régime, ou dans le cas contraire, c'est que la personne prend drastiquement du poids, une prise importante de poids, ça commence à avoir des idées négatives, des idées suicidaires. Oui, et c'est surtout à ces moments-là qu'il faut faire très attention. Il faut se dire, cette personne, il faut la repêcher. Les idées suicidaires, ça peut être interne. Hein. On peut ne pas partager ses idées avec l'entourage ou bien faire semblant que tout va bien avec ceux qui nous entourent alors que intérieurement, ça ne va pas du tout. Oui, c'est tout à fait, c'est vrai que tout le monde n'extériorise pas ses envies suicidaires. Mais pour celui qui observe, vous allez remarquer que cette personne-là n'a plus envie de rien faire. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux manger? Je ne sais pas, bof. Est-ce que tu as envie de faire du sport? Non. Est-ce que tu as envie qu'on aille au cinéma? Bof. Ou même quand la personne vous suit pour aller au cinéma, vous avez l'impression qu'elle est ailleurs, qu'elle ne prête pas intérêt spécialement à ce que, c'est-à-dire de la façon dont vous vivez la scène, elle ne la vit pas spécialement, elle est dans son coin. Et il y a il y a ce repli, cet isolement social où on se ferme de tout le monde. C'est quelqu'un à qui, quand vous allez écrire le matin à 7h, c'est peut-être à 18h, il va vous répondre. Pas spécialement à vous, mais c'est comme ça, il traite tout le monde dans sa, dans sa messagerie. Moi, je ne réponds pas souvent. Non, quand c'est une habitude. Oui. Et qu'on vous voit rayonner, malgré ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est lorsque il y a cette tristesse profonde, il y a ce manque d'intérêt, il y a ce manque de motivation, il y a cette perte du goût à la vie, en quelque sorte. C'est que la personne perd goût à la vie et subit finalement sa vie. Chaque jour, chaque jour, c'est comme un cycle, il faut juste se lever, faire comme les gens veulent qu'on fasse et la journée se termine et puis voilà. Très bien. Alors, Herman, est-ce que vous avez connu une situation similaire? J'ai connu plusieurs situations qui m'ont mis dans l'embarras de choix, qui, dans ma vie, j'ai parfois envie de disparaître de ma vie, de mourir. Et la plus grande preuve, c'est quand j'ai trébuché au bac pour ma première fois. Je n'avais pas envie de sortir de ma maison. C'est comme si c'est pas à croire que j'étais le dernier des humains. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Et j'ai connu aussi l'exemple des amis aussi. Et je me rappelle ce jour-là, j'ai rendu visite à un ami à qui j'ai toqué la porte plusieurs fois, tout comme s'il est décédé, mais malheureusement il était dans la chambre. Et plus tard, on a constaté que c'est après ça qu'il a connu la dépression. Donc le bac, vous étiez très très sûr de vous, c'est ça? Tellement. Efforts que vous avez consentis toute l'année, vous étiez absolument certain que ça allait passer. Évidemment, cette année-là, j'étais très confiant de moi-même, j'étais très confiant. Et la plus grande preuve, quand j'ai pris mon relevé de notes, j'étais à 8,90. Et cette année-là, je n'avais plus envie de reprendre, je n'avais vraiment plus envie de reprendre les cours. Donc c'était un peu ça. Diane, quand vous entendez Herman Noyinde sur sa situation? Je pense qu'il a tout à fait raison. J'en ai connu plusieurs, que ce soit des camarades, ou non seulement pas des camarades, il y avait même une soeur qui a été au BFC. Et
elle était très sûre qu'elle serait admise, très très sûre. Et lorsque ils ont commencé par communiquer les résultats à la radio, on n'a pas entendu son nom. Elle dit non, il doit avoir une erreur et que pour elle, c'est qu'elle doit pouvoir passer. Et on lui disait non, calme-toi. Elle a dit non et puis elle a disparu comme ça. On a été à l'école, elle a dit qu'on doit pouvoir aller voir le directeur, voir si ça va ou pas. Il ne peut pas s'être déplacé, il est allé. Il dit non, accepte que tu n'as pas réussi, accepte. Et l'année prochaine, c'est là, puis tu vas passer. Elle a dit jamais, pendant plusieurs jours, elle n'a pas d'appétit, elle ne dort pas, manque de sommeil, c'est comme ça. Quand on lui parle, elle n'est même pas là. Elle ne peut pas essayer de la faire sortir tout le temps pour qu'elle puisse oublier quand même et tout, mais ça n'a pas marché. Et non seulement ça, à part peut-être la réussite, quand vous ne réussissez pas tout de suite à un examen, il n'y a que le décès, peut-être de quelqu'un de très cher, peut vous amener à déprimer. Parce que quand vous ne vous y attendez pas, même quand on ne s'attend pas toujours à ça, au décès de quelqu'un, mais quand vous apprenez tout de suite, même quand la personne n'est pas de votre famille, et que vous apprenez tout de suite, vous êtes triste, et vous vous dites, mais comment ça peut arriver? Et vous commencez par pleurer tout de suite, vous n'avez pas envie de manger, même quand en temps vous avez peut-être le manger devant vous, votre plat, et que vous voulez manger, vous apprenez ça, l'envie de manger disparaît, vous n'avez plus d'appétit, et c'est comme ça. Je pense que dans ces situations, il y a plusieurs situations où quand vous la vivez tout de suite, on peut dire vous déprimez. Mais est-ce que nous-mêmes, en tant qu'être humain, est-ce qu'on reconnaît, est-ce qu'on se dit qu'on déprime? Je pense que c'est à quelqu'un d'autre de pouvoir voir ça en nous et de dire mais tu n'es pas bien. Il y a quelque chose en toi, voilà, il y a quelque chose en toi qui ne va pas. Mais je suis sûre que quand on va parler de dépression tout de suite, moi par exemple, je ne vais pas accepter qu'on me dise que je déprime. Je vais pour pouvoir dire peut-être non, que ce n'est qu'un moment qui va passer et tout. Mais quand la personne peut-être insiste, c'est quand vous réfléchissez, vous voyez, mais qu'est-ce qui ne va pas? Les quelques symptômes, vous allez comprendre que c'est la dépression. Et je pense que dans cette vie, il n'y a personne, pas forcément que tout le monde doit pouvoir passer par la dépression, mais on déprime toujours. Même quel temps soit peu, dans n'importe quelle situation, c'est nous-mêmes qui ne nous rendons pas compte qu'on déprime. Mais tout le temps, toute personne, être humain, passe toujours par la dépression. Peut-être qu'on peut parler de dépression majeure ou quand on ne vit pas ça, tout le monde ne vit pas la dépression majeure. Mais la dépression, c'est que tout le monde passe toujours par là. Aura, pourquoi est-ce qu'on ne sait pas ou bien pourquoi est-ce qu'on ne se rend pas compte qu'on déprime? On ne se dit pas je déprime, il faut que je change. Parce qu'en ce moment-là, on perd le contrôle de soi, en fait. C'est pas un truc qu'on a prévu. Et puis, bon, vu que c'est une situation inconfortable, bon, on ne trouve pas... On ne se rend pas compte qu'on est en train de déprimer pour dire ouais, stop, je déprime. Mais c'est dans un regard vers l'arrière qu'on se rend compte qu'en réalité, j'avais vraiment déprimé. Parce qu'on revient à la vie après ça. Et on se rend compte que franchement, ça n'a pas été... excellent. Ouais. Nancy. Oui, c'est difficile quand on est dans la situation. C'est difficile pour celui qui est dans la situation de se rendre compte qu'elle est vraiment dans une situation. On se dit, on est en fait habitué à se dire, il y a des hauts, il y a des bas. C'est ça. Et quand on se retrouve dans cette situation où ça ne va pas, dans cette déprime où ça ne va pas, on se dit, c'est un mauvais temps, ça va passer. Ou celui qui commence à déprimer, par exemple, après la perte d'un parent, se dit, c'est parce qu'il me manque. C'est parce que mon papa est parti, c'est parce que ma maman est partie, avec le temps ça va guérir, mais ça fait mal. Et elle est là en se disant ça va aller, sans comprendre en fait qu'elle a arrêté de vivre en quelque sorte après ce décès-là. C'est-à-dire dans cette période qu'elle est en train de traverser, elle-même, c'est comme si elle a mis sa vie en parenthèse et qu'elle est en train de sombrer sans s'en rendre compte. Et c'est beaucoup plus facile à quelqu'un qui est à l'extérieur. Puisque la personne connaît vos habitudes, la personne sait comment vous souriez à la vie, comment vous avez goût normalement à la vie, comment dès qu'on vous dit il y a une sortie ou bien il y a une fête à tel endroit, vous aviez l'habitude de courir pour venir. Maintenant, voilà, on dit, on fait tout, on essaye de vous sortir de chez vous, non, vous êtes enfermé, vous préférez rester tout le temps. Dès qu'on vous appelle, on vous dit il y a une petite fête ou bien il y a un petit after work, vous dites non, vous préférez rentrer. Et vous êtes tout le temps dans votre cocon. C'est cette personne-là qui peut dire non. Il y a un comportement inhabituel ici. Est-ce que tu es sûr que ça va? Ça va.
Et il ne faut pas prendre ça comme, comment on dit, une faiblesse. Comme l'a dit Madame Diane, ce n'est pas une faiblesse de reconnaître qu'on est dans une mauvaise passe. Ce n'est pas une faiblesse de reconnaître qu'on est en train de déprimer. Il faut pouvoir accepter pour pouvoir vite quitter cette phase de déprime qui peut descendre vers vraiment une dépression majeure. Oui, absolument, les types de dépression. Mais avant, je voudrais quand même demander, et pour les personnes qui sont solitaires, parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas forcément, qui n'ont pas envie tous les jours d'être entourés de ses collègues, par exemple, eux, ils se sentent mieux quand ils sont seuls. Je quitte le boulot, c'est chez moi, je ne me sens pas bien quand je suis en groupe. C'est compliqué à ce niveau de savoir. Oui, et c'est pour ça que pendant longtemps, par exemple, les Africains ont refusé de reconnaître que l'homme noir déprime. Parce que chez nous, en Afrique, nous sommes souvent en famille. Nous sommes souvent entourés, nous avons les amis. Nous côtoyons beaucoup plus les gens autour de nous. Alors que quand on prend, par exemple, les Européens, chacun vit seul. Du coup, quelqu'un peut connaître sa dépression jusqu'à se suicider avant qu'on le découvre même qu'il déprimait et que la personne est morte dans sa chambre sans que personne ne s'en soit rendu compte. Parce qu'ils vivent seuls, ils sont tout le temps tout seuls et la Covid n'est pas venue arranger les choses. Alors qu'ici, en Afrique, c'est très facile puisqu'on est souvent en famille, on est souvent entouré, on a cette chaleur humaine qui nous entoure, et ça fait souvent qu'il y a forcément quelqu'un qui remarque que ça ne va pas et qui commence à vous questionner. Il y a des familles où les gens vont jusqu'à faire des réunions familiales pour dire il y a telle personne qui ne va pas bien. Ça ne va pas bien. Mais est-ce que c'est la bonne tactique? Est-ce qu'il faut faire réunion familiale? On va voir ça tout à l'heure. Alors, Emma Noïdé, moi je voudrais quand même vous demander, après ces situations que vous avez vécues, quand vous étiez dans la dépression, mais quand vous avez déprimé un tout petit peu quand même, comment est-ce que ça s'est passé? Bon, c'était pas aussi facile. Je me rappelle, je tiens maintenant à dire, je dirais en réalité que cette situation m'a vraiment mis dans l'embarras de choix dans le temps. Et c'est au moment où j'ai trébuché le bac. Et je n'avais pas envie de sortir de la maison, je n'avais même pas l'appétit, je n'avais pas le goût du manger. Et dans le temps, il y a mes soeurs aussi qui s'approchaient à moi à demander qu'est-ce qui se passe, mais eux-mêmes n'arrivaient pas à identifier la raison. Et plus tard, je suis rentré au village où mes parents même étaient très fatigués de moi. On n'arrivait pas à comprendre en réalité ce qui se passe. Et c'est mon grand frère qui a été instruit, qui est instruit un peu, qui est venu et qui a su que c'est la dépression. Et c'était quoi le processus pour vous? Il a échangé avec vous? Comment est-ce que vous avez fait? Voilà, il m'a encouragé, il m'a donné des courages et il m'a fait des bonnes paroles, et plus tard j'ai eu le courage de reprendre et ensuite de repasser encore le bac et autres. Oui. Nancy, sur sa situation. Oui, ça c'est un processus fréquent. C'est un processus très fréquent, et comme il l'a dit, vous avez vu, il y a la famille qui est intervenue, il y a le grand frère qui a su, même si les autres n'ont pas su, ils se sont quand même approchés de vous parce qu'ils ont senti qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Et le grand frère ayant certainement entendu parler de la dépression, ayant lu, certainement déçu et tout ça, maîtrisant mieux le sujet, il s'est approché et en discutant avec son frère, il s'est rendu compte que non, là, ça ne va pas. Et c'est souvent à travers le dialogue, à travers la conversation qu'on arrive réellement à montrer du doigt à la personne qui déprime que voilà, il y a telle chose, il y a cette situation que tu traverses qui n'est pas tout à fait normale. Et toujours dans le dialogue pour pouvoir lui montrer en fait qu'elle n'est pas une déception, que sa vie n'est pas une déception, que sa vie ne s'arrête pas après un échec, ou que sa vie ne s'arrête pas après le traumatisme émotionnel qu'il a vécu, et qu'il y a encore plein de belles choses à découvrir. C'est-à-dire, vous êtes dans une situation, vous pensez que la situation là est pire, mais non.
à part ça, il y a plein Autre d'autres. chose. Il faut se redonner courage pour aller de l'avant. Il faut reprendre goût à la vie. Il faut pouvoir se reprendre soi-même. Alors, Aurore Dossuro, tout à l'heure, quand il parlait plutôt de son expérience, il a parlé de la confiance. Parce qu'il avait très confiance en lui-même. Il savait que là, ça ne pouvait, un peu comme la sœur de Diane aussi, il savait que ça ne pouvait pas être autrement, quoi, que ce que lui, il attendait dans ces résultats-là. Est-ce que finalement, pourtant on nous demande d'avoir confiance en soi et autres, finalement, la trop grande confiance, ma foi, n'est plus... Oui, c'est-à-dire, il faut avoir une confiance, certes, mais il faut pas... Il faut arriver à accepter ce qui arrive en réalité, parce que c'est le rejet de ce qui nous arrive, en fait, ce qui arrive, qui amène à ce genre de situation. Donc, ça n'empêche pas d'avoir confiance en soi, mais il faut avoir une limite à tout, en réalité. Il ne faut pas avoir une confiance excessive en soi-même, de manière à rejeter la réalité, parce que la confiance doit se confronter à la réalité. Il faut accepter qu'on n'est pas seul. On peut faire des erreurs. Parce qu'il y a aussi ce rejet, ce refus de reconnaître ses erreurs. On est un peu trop parfait, qui peut pousser à des situations de... Alors, un instant, nous allons... Allô? Oui, allô? Oui, bonjour, Monsieur Kendi. Bonjour, comment vous allez? Très bien, et vous? Ça peut aller. D'accord. C'est Monsieur Kendi? Oui, c'est moi. Ok, très bien. Bienvenue sur le plateau. Alors, avec vous, nous revoyons donc le mot du jour. Le mot du jour, étant donné que nous parlons de dépression, c'est bien le désespoir. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir sur ce mot, Monsieur Kendi? Merci beaucoup à vous. Je remercie tous ceux-là qui sont sur le plateau, ceux-là qui vous aident à décortiquer avec brio la dépression. Merci. Parlant de désespoir, le sens premier du mot, c'est d'abord la perte de tout sentiment qui porte à espérer. Ça veut dire la désespérance. C'est une tristesse profonde ou un abattement à la suite d'un grave revers extrême et sans remède. Je dis bien sans remède. Comme synonyme du mot, on pourrait avoir abattement, accablement, angoisse, découragement, détresse. Et comme antonymie, Oui. on pourrait avoir la confiance, l'espérance, l'espoir et la foi. La foi. La foi. Je vais revenir tout à l'heure sur la foi, Oui. mais avant, par rapport au mot désespoir, la citation ou la pensée qui m'est restée Oui. et que j'ai toujours utilisée moi dans tout ce qui m'arrive, même si j'étais accablé, que je vois qu'il n'y a pas de remède, c'est cette citation de Matthieu Malicieux qui Qui dit: Oui. tout va te paraître dérisoire, mais n'abandonne pas. Ne cède rien au désespoir. Utilise tes rêves, et même s'ils sont cassés, récolte-les. Tout va te paraître dérisoire, mais n'abandonne pas. Ne cède rien au désespoir. Utilise tes rêves, et même s'ils sont cassés, récolte-les. Pour dire que la vie reste, pour ceux qui croient, la vie reste et demeure des moments de dure péripéties. Ça arrive, l'espoir. À des moments donnés, même pas des échecs. Vous pensez à quelque chose, vous pensez peut-être dans votre boulot, vous pensez avoir quelque chose, vous courez, mais tout le temps, vous rechutez. Oui. Vous dites, c'est terminé, je ne peux pas, jamais. La vie n'a jamais été ça. Le courage, la foi. Il faut reprendre, il faut recoller, il faut se relever. Merci beaucoup. Merci à vous pour ces détails sur notre mot du jour, le désespoir. Je rappelle que vous êtes directeur de la radio Ilema. Merci à vous. Je vous souhaite une excellente journée en notre compagnie. Bien de choses à vous.
Merci. Très bien. Aurore, vous étiez en train de nous parler donc Oui. de tout ce qui... de la confiance. Oui, c'est vrai, il faut avoir confiance en soi, mais il faut avoir une limite à cette confiance et pouvoir accepter, enfin se confronter à la réalité, parce que c'est le rejet de la réalité qui peut pousser aussi à cet extrême-là. Et aussi, c'est vrai, nous sommes un peu trop sûrs. Nous avons des plans vraiment très carrés, parce que souvent, généralement, en fait, c'est ça. Quand on se fait un plan et puis on ne voit pas une marge d'erreur dans le plan et autre chose survient dans ce même plan, on commence pas à déprimer réellement. Donc, nous devons avoir une confiance en Dieu. C'est là, je vois, cette foi-là qu'il faudrait introduire dans ce que nous sommes en train de faire. Parce que, au-delà de tout, c'est vrai, nous sommes des êtres, mais Dieu aussi doit avoir ses mots dans nos vies. Mais généralement, nous n'avons pas que Dieu ait son mot dans notre... on préfère qu'il se calque sur ce que nous avons fait comme plan. Ce que nous avons fait comme plan. Oh, des fois, il peut arriver même des situations difficiles peuvent déboucher à la fin sur quelque chose de très merveilleux parce que il faudrait que nous soyons complets en réalité, que nous traversons des hauts et des bas. Aujourd'hui, c'est vrai, nous donnons des conseils aux gens, mais si tout avait été parfait, honnêtement, on ne saurait pas quoi dire à quelqu'un aussi. Donc, il urge qu'on traverse des moments difficiles et qu'on accepte ces moments difficiles, pensant, en tout cas, comprenant que ça servira un jour à quelqu'un aussi, parce que quelqu'un va aussi passer par ces moments-là et on aura les mots justes pour pouvoir l'aider. Donc, ça contribue à la réussite en général dans nos vies, les difficultés, les couacs, les trucs non prévus. Ça contribue à notre homme que nous sommes en train de devenir tout progressivement. Très bien. Alors, avant de passer à quelqu'un d'autre, vous avez entendu le mot du jour, désespoir. Est-ce que vous vous retrouvez dans cette définition, dans toute cette explication que nous a donnée notre spécialiste du jour? Oui. Il y a le désespoir profond, en fait, qui fait partie de la dépression. C'est vrai, on est désespéré par rapport à l'avenir. On ne sait pas, enfin, à quel sens se vouer ce qui va arriver. Il y a le désespoir profond. Donc, en lieu et place du désespoir, il faut toujours avoir confiance en Dieu et confiance en soi-même, comprenant que ça va aller. Très bien. Nancy, sur notre mot du jour d'abord. Oui, en toute chose, il ne faut pas perdre espoir. Il ne faut pas perdre espoir. C'est-à-dire, chaque fois que vous écrivez désespoir, il faut le barrer automatiquement. Et savoir qu'il y a la vie, dans la vie, il y a les difficultés, il y a les drames, et qu'il faut apprendre à faire avec. Il faut apprendre à aller de l'avant, quelle que soit la situation. En fait, ce sont des choses qui font partie de la vie. Et à chaque fois, il faut savoir, c'est votre capacité à vous relever, votre capacité à les traverser qui fait de vous, en fait, un grand homme ou une grande femme. Et lorsqu'on se met dans cette logique-là, on vit les choses autrement. Lorsqu'on comprend que non, voilà, vous êtes né, vous avez vos parents qui sont là, ils doivent partir, les gens vont mourir du jour au lendemain. Ça fait partie, c'est comme un jeu en fait, la vie dans laquelle nous sommes venus. Moi je dis c'est une arnaque. On vous rassemble, on vous envoie dans un monde que vous ne maîtrisez pas. Et dès que le moment vient, on commence à piocher dedans. Oui. On dit toi viens. On retire des joueurs de la scène. Et il faut accepter, quand vous êtes là et que d'autres partent, il faut accepter en se disant, bon, ça c'est le coût normal de la vie. Et on est obligé de faire avec. Il y a un adage fond où on a dit au fou que son père est décédé. Et il dit, faut pas Dieu accepte que le pire arrive. Et les gens étaient dépassés et disent, mais attends, toi on t'annonce que ton père est décédé, tu dis, faut pas que le pire arrive. Bon, c'est quoi le pire? C'est quoi le pire? Il dit, il faut pas que moi-même je meure. Donc, en toute situation, et moi, c'est quelque chose que je m'applique, c'est-à-dire en toute situation, il faut vous imaginer qu'il y ait un pire. Il y a un pire qui peut arriver. Ce que vous traversez là n'est peut-être que le centième de ce qui pourrait être, c'est-à-dire la situation peut être plus grave que ça. Et rester calme et essayer de la gérer au mieux. Très bien.
Alors, Diane, confiance. Finalement, moi, je mets tout cela par rapport à la confiance en tout. Pas forcément confiance en toi, mais confiance en tout. C'est que par rapport aux parents, par exemple, on sait qui seront là. On se dit qu'ils seront toujours là. On a du mal à imaginer qu'un jour, finalement, on ne pourra plus les appeler, on ne pourra plus se séparer d'eux et autres. C'est quand même difficile à imaginer. C'est très difficile, il faut s'adapter juste à la réalité. C'est une réalité et puis personne ne peut changer cela. Étant donné que c'est comme ça, les parents doivent partir. Nous-mêmes, nous devons partir un jour. Et nos enfants ou soit nos proches doivent pouvoir accepter que nous partions, que nous laissons la vie entre-temps. Donc, je pense que c'est une réalité à laquelle c'est très difficile de penser un jour que papa, je ne vais plus pouvoir composer son numéro, je ne vais plus pouvoir composer le numéro de maman, avoir son bonjour, avoir ses prières et tout. C'est vraiment difficile et personne ne peut changer cela. Et ce que je voudrais ajouter, c'est que quand on dit que la confiance il faut pouvoir avoir confiance déjà par rapport à des situations, par exemple la réussite déjà au cours ou en année d'examen et tout. Il n'y a que la pauvreté peut vous amener à déprimer. La pauvreté, ça c'est un exemple terre à terre. Quand nous sommes pauvres, ou bien peut-être vous êtes un enfant et vous vivez dans une famille où vous êtes pauvre, tout de suite, quand vous réfléchissez, vous dites, je dois pouvoir apprendre, je dois pouvoir étudier, je dois pouvoir faire ci et quitter, changer ce monde-là. Et l'enfant, quand Madame la coach de vie parlait tout à l'heure, disait qu'en quelque sorte, ça participe à la formation de l'être humain. Vous vous formez, vous vous forgez, et puis c'est pour un avenir meilleur après. Je suis entièrement d'accord avec ça, parce que la dépression, quand ça ne passe pas, quand ça ne devient pas une dépression majeure, moi j'appelle ça une dépression qui forme. Parce que tout de suite, quand vous vivez dans une famille où c'est la pauvreté, pas la pauvreté en tant que telle, peut-être on est riche de ce qu'on a, mais quand vous vivez dans une situation comme ça, ou quand vous vivez dans une famille, ou quelque part où vous êtes maltraité, où vous ne vous retrouvez pas forcément là, votre père et tout, vous priez tous les jours, vous priez tous les signes pour vite quitter ce monde-là, pour vite évoluer et quitter, parce que tant que vous avez peut-être votre bac, ou peut-être vous êtes en train de faire une formation, après avoir fini, vous allez quitter cette maison-là. Vous priez toutes les fois que Dieu fait pour vite quitter. Donc, vous acharnez, vous vous donnez autrement au travail. Et comme ça, on parle déjà de dépression, parce que parfois, il y a des situations qui vous amènent à être triste, vraiment très triste, découragé, abattu. Et vous vous demandez, mais finalement, vous êtes dans quelle vie? Et comme ça, vous vous donnez autrement au travail pour pouvoir vite quitter. Alors là, c'est déjà votre avenir que vous préparez. Et ça vous forme autrement. Et comme ça, on parle déjà du vécu qui vous forme. Et après, quand quelqu'un peut-être vit cette situation à côté de vous, vous regardez, vous souriez parce que peut-être vous avez pu surmonter cette étape-là. Et comment? Et là, peut-être vous êtes amené à dire à cette personne qui n'accepte pas peut-être que je déprime. Et vous lui dites, mais tu déprimes. Quand même, quand la personne n'accepte pas, vous arrivez peut-être à amener la personne à changer autrement son comportement pour que ça devienne quelque chose de bon, qu'elle ait la paix avec elle-même et qu'elle travaille pas comme vous, tout en évoluant vers l'avenir, en travaillant autrement, pas comme vous avez travaillé dans la colère, dans la tristesse, pas d'appétit, manque de sommeil et beaucoup de choses. Donc, je pense que c'est formateur en quelque sorte. Très bien. Alors, on parle de dépression majeure depuis quelques minutes déjà. Revenons donc au type de dépression qu'on peut constater. On a la dépression mineure qu'on appelle déprime. Et ça, c'est la tristesse, c'est le manque d'intérêt, c'est le manque de motivation pour toutes choses. Et après ça, on a la dépression majeure. Et dans la dépression majeure, en fait, c'est qu'on commence à avoir des signes. On peut avoir des troubles du sommeil. Soit c'est quelqu'un qui devient insomniaque, ou contrairement du côté extrême, c'est quelqu'un qui dort tout le temps. On a les troubles alimentaires, soit la personne commence à devenir boulimique et mange beaucoup et prend drastiquement du poids, oui. Ou soit c'est que quelqu'un qui n'a même pas envie, qui n'a plus envie de se nourrir en fait, et même quand elle doit manger, c'est de petites portions qu'elle se sert, et vous allez vous rendre compte que sans pour autant
dit qu'elle est en train de faire un régime, la personne commence à véritablement perdre du poids. Et il y a ces troubles de comportement, les sauts d'humeur ou quelqu'un avec qui vous avez essayé de rire, c'est-à-dire la personne vous fait rire devant vous, quelques minutes après vous la retrouvez dans un coin en train de pleurer toute seule. Ça c'est les troubles de l'humeur. Et il y a aussi le fait que la personne nourrisse des pensées négatives, et si vous discutez ou bien si vous l'observez, c'est quelqu'un qui aura des envies suicidaires, c'est quelqu'un qui peut se lever, prendre la moto, rouler à toute vitesse et va commencer à en fait avoir le goût du risque trop prononcé, alors que ce n'était pas de ses habitudes. Alors j'ai quand même envie de demander à Emma Noïdé à entendre les deux pôles, hein, dépression mineure, dépression majeure. Vous avez l'impression aujourd'hui de vous situer à quel niveau quand vous aviez déprimé? Bon, je pense que ça soit la dépression majeure, hein, parce que dans sa manifestation, c'était compliqué, mais je pense que c'est la dépression majeure. Vous n'avez plus du tout envie de manger. Vous avez perdu du poids en plus de... En me voyant chétif, bon, j'ai perdu un peu plus de poids en plus. Un peu plus que ça. Alors, très bien. Alors, la dépression, disons, est-ce qu'elle a une durée? Et Aurore dessus. Oui, bon. Je vois, ça peut avoir une durée jusqu'à plus de 2 mois, en fait. Ça dépend du retour à la normale. Et puis, non seulement ça, si la personne qui est déprimée arrive à trouver quelqu'un en face qui le ramène à la vie par des conseils par l'écoute aussi, ça peut prendre un temps un peu plus court. Mais quand ce dernier s'enferme dans son monde, personne ne remarque, ça peut prendre des proportions plus grandes et déboucher sur une situation un peu plus compliquée. Nancy? Alors, il y a des moments de déprime qui peuvent durer dans le temps. Et surtout lorsque c'est une déprime liée à un stress professionnel. Ça, on n'en parle pas souvent, mais il y a beaucoup de gens qui dépriment. Tout va bien dans leur vie, mais c'est au niveau de leur environnement de travail que ça ne va pas. Et tant que la personne n'essaye pas de changer réellement quelque chose dans cet environnement de travail, ou tant que les responsables ne changent pas quelque chose dans cet environnement de travail, ça ne permet pas à la personne d'aller mieux. Et comme nous nous accrochons souvent à l'emploi, on se dit, d'abord, premièrement, on ne se rend pas compte que c'est le travail qui nous déprime. Et on ne prend pas facilement le courage de se dire, est-ce qu'il faut que je continue dans ce travail-là? Parce qu'on regarde le côté financier. Oui. Déjà que on se dit, si malgré l'argent que je gagne et tout ça, ça ne va pas, ce n'est pas quand je ne vais plus gagner cet argent-là que ça va aller. Donc on s'accroche. Et ça, c'est c'est des choses, c'est des périodes de déprime qui peuvent aller dans le long terme, qui peuvent durer. Ça peut même prendre toute une année. Parce qu'on est toujours accroché à ce travail-là. Accroché. Et tant qu'on n'a pas changé cet élément-là, qui nous met à mal, cet élément-là, qui nous rend, dépressifs, ça ne va pas en fait. Donc ça ça peut durer dans le temps. Il y a 1 an, 2 ans. Ça peut durer dans le temps. Ouais. Ça peut durer dans le temps. Jusqu'à ce qu'on prenne conscience déjà. Parce qu'il y a des formes de déprime qui ne vont pas forcément évoluer vers une dépression majeure. D'accord. Vous êtes dans la situation, tant que votre entourage essaye de vous faire, peut-être vous avez des enfants, vous avez votre conjoint qui est là, tant que les autres essayent de vous s'égayer un peu, quand vous êtes à l'extérieur, vous allez vous dire ça va, j'essaye de gérer. Mais l'œil avisé qui vous observe doit comprendre, doit remarquer, mais cette situation que vous traversez, elle dure. Quand vous-même, vous allez vous asseoir, vous allez faire le point, vous allez vous rendre compte que cette situation dure depuis plusieurs mois. Très bien. Alors, c'est vrai que tout à l'heure, quand Diane parlait, la pauvreté, elle a parlé de la pauvreté, mais également ces situations-là qui nous arrivent de manière répétitive. C'est que vous avez à peine le temps de sortir d'une situation que vous vous retrouvez encore dans une autre. Finalement, on se demande si on est seul sur Terre, à qui tout cela arrive. On ne se voit plus forcément dans l'entourage qui est avec nous et autres. Aurore.
Oui, c'est vrai, ça peut faire un enchaînement de situations même. En fait, il faut déjà s'ouvrir dans la pensée, se dire dans la pensée que ce qui nous arrive, c'est ce qui arrive à tous les êtres humains. C'est pas concentré sur soi. Ça va pas dire c'est moi. À ce moment-là, on ne se pose pas la question. Hein. On se dit pas ça. C'est généralement parce qu'on se dit... on n'a pas envie. En fait, l'homme, naturellement, n'aime pas trop souffrir en réalité. Hein. L'homme, même ce qui est parfait, c'est qui est beau. Donc, qui aime souffrir ici hein? Les trucs pas cohérents commencent à se passer d'une manière enchaînée. Quand on n'est pas confortable en réalité. On a envie vraiment que ce temps passe plus rapidement pour pouvoir... Quand on va se lever demain, il faut que ce soit réglé. Il faut que ce soit réglé déjà. Et c'est là, moi, je dis, il faut avoir la partie Dieu qui nous aide. Je me rappelle un temps, je déprimais vraiment. Et il y a une voix à l'intérieur de moi qui m'a dit, mais regarde la montre. La montre est en train de tourner. D'ici peu, tu ne seras plus dans cet état-là. Et quand j'ai regardé la montre, j'ai vu que l'aiguille tournait. J'ai dit, ah, mais c'est vrai aussi. Hein. Donc... Alors, c'est vrai que quand l'aiguille tourne, bon, au moins on a le temps de regarder l'aiguille tourner, faire autre chose. Et d'être concentré sur autre chose que ces sentiments de tristesse et autres. Alors, je voudrais quand même qu'on ouvre un pan, ce sont les enfants. Les enfants, c'est vrai qu'on ne sait pas forcément ce qui leur traverse la tête. Et il peut arriver que les enfants dépriment aussi. Nancy. Oui, il y a... la dépression, ça touche aussi les enfants. Et il y a déjà eu des cas où des enfants de 8 ans, de 9 ans ont exprimé l'envie ou ont essayé de se suicider. Parce que, ayant eu à un moment donné, et souvent chez les enfants, c'est lorsque soit ils ont perdu un membre de la famille, soit ils ont l'impression que l'entourage, le milieu dans lequel ils vivent, les gens ne les aiment pas. Ou parfois, c'est des enfants qui vivent même avec leurs deux parents, mais parce qu'on les frappe souvent ou parce qu'ils ont l'impression que leur mère ne les accepte pas, ou bien ne leur fait pas un retour d'affection, un retour d'amour comme cela se doit. C'est des enfants qui commencent à sombrer, qui commencent à déprimer et qui finissent par croire que personne ne les aime. Et souvent, dans ces cas, les enfants ont plusieurs types de manifestations. C'est-à-dire, ça peut être un enfant qui va régulièrement tomber malade. Il va régulièrement tomber malade parce qu'il sait que quand il tombe malade, c'est une période où les parents sont attentifs, s'occupent de lui. Et quand vous observez, c'est des enfants qui viennent régulièrement à l'hôpital pour de petits symptômes ou parfois vous n'avez même pas grand-chose, vous faites des bilans, vous ne trouvez pas grand-chose et vous ne savez pas pourquoi l'enfant tombe dans un état tombe malade. Non, vous pouvez le dire. J'ai pas envie d'utiliser des thèmes forts. Je vais essayer de rester terre à terre. Donc, vous voyez les symptômes, vous vous dites, bon, avec tous, l'enfant, il n'y a pas une corrélation entre les résultats des analyses ou tout ce que vous fouillez, vous ne trouvez pas grand-chose, mais l'enfant présente des signes ou parfois, vous n'avez même pas à mettre un traitement spécial avant qu'il ne commence à se remettre. Simplement parce qu'il arrive à capter l'attention des deux parents. Ou bien c'est des enfants dont les parents sont divorcés et ils savent que quand ils sont malades et qu'ils se retrouvent dans une certaine situation, les deux sont obligés d'être là. Donc, il y a chez les enfants, il y a souvent ces signes d'alarme là, les maladies répétitives, le fait où soit c'est un enfant qui va être bagarreur à l'école ou pour un oui ou un non, il blesse ses camarades à l'école. Et quand vous fouillez, c'est peut-être parfois juste que leurs amis se sont approchés d'eux pour dire on va jouer ou bien on veut le forcer à jouer et ils se comportent mal avec les autres. Chez les enfants, il y a de petits signes d'appel. Il faut être attentif, il faut être à l'écoute, il faut être observateur avec l'enfant pour savoir que oui, il y a un souci avec cet enfant, s'approcher de lui, discuter. Et comme les enfants sont beaucoup plus ouverts, même quand ils viennent à l'hôpital et que voilà, le médecin qui a accueilli et tout ça, quand vous vous rapprochez de vous, commencez à poser de petites questions quand vous avez ces appréhensions-là, ils se livrent facilement.
C'est vrai que les adultes vont Contrairement, décider. oui, contrairement aux adultes qui décident de faire économie de C'est vérité, ça. qui se Ça, je faibles, dis pas. qui sont difficiles. En fait, il faut fouiller jusqu'à ce que l'adulte n'ouvre la bouche, alors que l'enfant n'est pas comme ça. Quand on essaye de le savoir, Quand on le met en confiance. quand on le met en confiance, quand on sait le point de lui, il souffre plus facilement et ça permet de mieux accompagner. Très bien. Diane? Mais il faut déjà que l'enfant parle. Faut qu'on s'approche de cet enfant-là pour réellement échanger avec cet enfant parce que j'imagine quand l'enfant est avec quelqu'un ou est dans une famille où on ne se préoccupe pas de lui, on ne va quand même pas savoir qu'il déprime jusqu'à l'aborder pour le mettre en confiance. C'est déjà savoir. Oui, le problème en fait, un peu comme je l'ai dit, c'est que chez les enfants, il y a des signes d'appel. Même si l'enfant ne parle pas, il a des manifestations. Il a des manifestations qui transparaissent. Et pour quelqu'un qui vit avec lui, la personne peut comprendre que non. On va vous dire, il ne tombait jamais malade, mais depuis 2 mois maintenant, on est à l'hôpital chaque semaine. Il y a toujours quelque chose. Ou soit c'est que c'est un enfant qui refuse. Les maîtresses à l'école vont vous dire, il refuse de jouer avec ses camarades. Il est tout le temps dans son coin. Et ça aussi, le personnel enseignant arrive vite à capter quand un enfant ne va pas bien. Parce qu'ils sont observateurs. Et soit c'est que quand il y a la récréation, c'est un enfant qui ne veut s'approcher de personne. Ou au contraire, même quand on essaye de s'approcher de lui, ça tourne au vinaigre. Oui. Il y a parfois que, je donne un exemple tout de suite, quelqu'un qui a vécu avec une famille et tout de suite quand on parle d'un enfant qui déprime, c'est peut-être quand l'enfant peut-être avec ses 2 parents est déprimé, mais ce que je constate le plus c'est quand l'enfant n'est pas avec ses parents. Ou peut-être il y a eu divorce et l'enfant est quelque part chez une autre famille. Et comme ça, c'est des comportements. C'est une autre vie que l'enfant mène et tout dans cette famille-là. Et un enfant qui a vécu dans un environnement donné à l'âge de 9 ans, 8 ans, et tout de suite, c'était très dur. La vie, on lui mettait vraiment la vie très dure. Et c'est des larmes tout le temps, des tristesses et tout. Et quand l'enfant a voulu passer son examen, et elle a choisi, c'était une fille, elle a choisi mettre, pour tuer les souris. Oui. Il y a quand même quelque chose qu'on vendait en son temps, que je ne vois plus aujourd'hui, qu'on vendait en son temps, et qu'elle a mis dans qu'elle a mis dans sa Bible, et qu'elle priait. Quand je parle de ça, je rejoins la foi. Et qu'elle priait tout le temps, elle demandait à Dieu. Elle disait que soit elle passe son examen et réussit, soit elle ne réussit pas. Et comme ça, elle se suicide. Et c'était comme ça, c'était comme un pacte. Et tout le temps, elle priait sur ça. Elle pleurait, elle priait, disait, voilà, je veux réussir. Parce qu'elle était fatiguée de cette vie-là. Où tout le temps, elle dit, soit je vais partir, soit tu réussis. Et finalement, les résultats après les examens, les enseignants ont informé le papa que franchement, que cette année, ça n'a pas donné. Et que vraiment, il va falloir qu'il soit en union de prière pour que l'enfant puisse réussir. Et l'enfant, en ce moment, elle a commencé par, c'est une autre dépression, c'est une autre tristesse. Elle a commencé par se demander, est-ce que ça va marcher? Si ça ne marchait pas, ça veut dire Dieu m'a trahi. Et comme ça, je vais partir. Et finalement, elle était la seule parmi tous ses camarades dans la salle à réussir. Donc, je pense que là, déjà, la foi intervient. Et en quelque sorte, après ça, déteint sur l'enfant ce comportement peut-être d'être isolé tout le temps. À l'école, c'est l'enfant qui ne s'approche pas des autres. Même quand on parle à l'école où il y a des groupes où il faut travailler, l'enfant ne parle pas, l'enfant est toujours dans son coin, mais quand même, il excelle. Et après, à la longue, aujourd'hui, quand la dame parlait de son exemple, ça m'a fait un tic parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Elle ne s'approche de personne. Apparemment pas, même qu'elle est dans l'entreprise. Quand on parle de réunion, tout de suite, peut-être elle se regroupe en réunion et puis ça passe. Elle n'a pas d'amis. C'est comme ça, elle vit dans sa vie. Et je me demande si ce n'est pas en quelque sorte une dépression qui perdure dans le temps et que ça ne va pas pouvoir changer par la suite. C'est un comportement. Je me demande si elle va pouvoir changer dans le temps parce que là, elle dit déjà à 40 ans, elle vit toujours comme ça. Elle vit toujours comme ça, elle n'a pas d'enfant. Elle vit toujours comme ça. Et je me dis, est-ce que ce n'est pas ça qui a fait que peut-être elle n'arrive pas à se mettre avec un homme?
parce que tout de suite, elle trouve de défauts partout et puis ça ne marche pas. Une dame qui a déjà 40 ans et tout le temps, c'est des larmes. Comment est-ce qu'il faut s'en sortir? Elle vit bien, elle a tout ce qu'il faut. Quand on dit un être humain, c'est qu'elle est accomplie, mais elle n'a pas d'enfant. Elle dit, je cherche même un enfant qui peut m'appeler maman. C'est juste ça, je recherche, mais elle n'a toujours pas ça. L'enfance, quelque part, a déteint sur cette dame-là. Et je pense que quand on est en famille ou quand on est quelque part, et même si les personnes qui gèrent ces enfants-là ne remarquent pas, parce que accepter quand c'est des tuteurs, des tutrices, ils ne vont pas tout de suite accepter que c'est une dépression. Est-ce qu'ils vont s'occuper même de cet enfant-là déjà et remarquer qu'il y a un comportement qui a changé? Parce que eux, quand ils commandent, c'est que l'enfant exécute dans le temps et que ce soit bien fait. Ils s'en foutent de toi, ton comportement, ton état d'âme. Donc déjà, s'il y a des proches qui regardent cet enfant et qui voient peut-être qu'il y a des comportements qui ne vont pas avec un enfant de bas âge, d'un âge donné, il va falloir peut-être qu'il pas forcément déclarer ou s'approcher des tuteurs et discuter, même s'il y a quand même des tuteurs qui n'aiment pas écouter tout le monde. Très bien. Aurore, sur cet exemple, je vois, généralement, la déprime peut perdurer parce qu'on a souvent besoin d'être écouté. Généralement, quand les gens s'imposent, parce que l'environnement dans lequel nous sommes, généralement, n'a pas une oreille pour écouter, mais plus pour juger, surtout quand on regarde les enfants. J'en ai 4. On n'a pas souvent l'attention spéciale à donner à chaque enfant, mais on suppose que non, que c'est un enfant qui fait ses caprices. Donc, on se dit, parce qu'en fait, c'est comme ma maman disait, on a été élevé comme ça, on ne nous a pas écouté, donc ton caprice finira par te passer. Donc, il y a une amie qui disait que son enfant déprimé, le mari dit, non, en Afrique, il y avait quelqu'un, j'ai psychologue ici, avec un peu de chicot, ça doit pouvoir aller. Donc, en fait, c'est le temps où nous devons vraiment apprendre à écouter les enfants, à avoir du temps et à ne pas mépriser ce que l'enfant pense. Parce que généralement, si tu as peur de t'extérioriser, du jugement de l'autre, certainement tu risques de ne pas parler. Cette dame, par exemple, si elle réussissait à tomber sur un homme qui l'écoute de fond en comble, parce que bon, généralement, même quand on tombe amoureux, on tombe sur quelqu'un qui va t'aimer, qui t'envahit dans ton espace, qu'une personne qui a du temps pour toi, qui ne va pas te juger sur le temps, juger les moindres détails. Oh, c'est en parlant, en échangeant vraiment sur des heures et des heures, que cette dame pourra arriver à se vider et à pouvoir reprendre confiance en elle-même. Peut-être, il y a des fois, on a confiance de manière répétée aux gens, à l'entourage des fois, et ces confiances ont été brisées aussi tellement de fois quand on regarde tout le monde, on se dit, certainement, ça ne va pas la peine, tout le monde est pareil, si je recommence, certainement, ça va redevenir la même chose. Et ça fait que ça crée cette situation de solitude qui perdure dans le temps. Donc, il faudrait réellement avoir ces gens, aller peut-être vers un psychologue, je ne sais pas, qui au moins quand le paye, il va pouvoir écouter. Parce que au moins il serait là. Il faudrait déjà qu'elle ait envie de parler de ça, surtout qu'à un âge donné, on se dit, j'ai fait avec aussi. Est-ce que je vais aller m'asseoir, raconter toute ma vie à quelqu'un d'autre? Il y a des gens quand même qui arrivent, j'échange avec beaucoup de personnes qui m'écrivent, par exemple, via mon WhatsApp. Et c'est vrai que ça prend beaucoup de temps, mais quand même qui au fur et à mesure commence par se confesser, au fait, dire certaines choses et dire vraiment, c'est comme une fille qui a perdu récemment sa virginité, alors qu'en réalité elle sortait avec un gars qui demandait à coucher avec et puis elle a refusé tout le temps et elle est retombée, je sais pas quoi, elle s'est mise avec un autre jeune homme et du coup le gars a pris sa virginité et puis elle m'a écrit. Elle pleurait, elle dit vraiment, je ne me pardonne pas, je ne sais pas comment je vais faire. Et j'ai discuté avec elle, elle dit ça va, et lui, ça va, bof, c'est déjà passé, donc il faut passer à autre chose. Donc, il faut avoir confiance quand même, trouver une personne qui puisse vous écouter. Dans le temps. Nancy. Oui. Par rapport à ce que Madame Aurore vient de dire, c'est une réalité. C'est une réalité, le fait qu'il faut savoir s'ouvrir, savoir discuter, c'est la première façon de pouvoir s'en sortir. Et en ce qui concerne je veux revenir sur l'exemple de Madame Diane. Je ne pense pas que ce soit une dépression qui est perdurée dans le temps chez cette dame-là.
le problème avec la dépression, c'est qu'elle peut vous transformer. Si la façon dont vous gérez votre période dépressive peut vous transformer, peut créer cet isolement social où vous avez l'impression que vous ne pouvez compter sur personne, que vous êtes toute seule au monde et que vous n'avez pas envie, c'est-à-dire vous refusez l'accès à d'autres personnes à votre vie. Et vous êtes tout le temps dans votre coin, vous êtes dans votre cocon, vous créez cet espace confortable au point où, en fait, c'est même finalement quand les gens viennent vers vous que vous avez l'impression de ne pas être en sécurité, de ne pas être à l'aise. Et quand on pense, comment on dit, on s'installe dans ce terre-là, quand on s'installe dans ce cocon-là, c'est difficile de pouvoir s'en sortir. Et l'amour ne vient pas régler la situation en ce sens qu'il faut s'aimer suffisamment pour pouvoir aimer l'autre. Et si les gens viennent vers vous et ont l'impression que, comment dire, au contact avec une personne comme ça, finalement, eux, ils perdent leur énergie positive. Ils sont tout le temps en train de vouloir repêcher la personne. C'est comme si vous venez, vous êtes quelqu'un de nature très joyeuse et à chaque fois vous êtes avec cette personne-là, vous perdez la joie. Vous perdez finalement votre joie parce qu'elle vous installe dans sa mélancolie, dans sa monotonie, dans sa tristesse. Sans même s'en rendre compte, vous allez vous éloigner. Parce que vous allez vous rendre compte que son contact, parce que le contact avec une personne pareille n'est pas souvent plaisant. Le contact n'est pas souvent plaisant parce que, voilà, il faut tout le temps être, c'est un peu comme si vous lui forcez la main tout le temps. Et quand c'est comme ça, en relation, ça ne marche pas. Du coup, les gens auront tendance à faire un repli tactique. Et le travail qu'il faut faire, un travail personnel à faire sur soi. Ce genre de personnes ont besoin de travailler sur eux-mêmes, ont besoin de retrouver cette envie de vivre, cette envie de faire les choses autrement, cette envie d'aller vers les autres, de reconnaître qu'ils ont aussi droit au bonheur, parce qu'il y a ça aussi. Il y a des gens qui, tellement ils ont connu des blessures intérieures, qu'ils estiment à un moment donné qu'ils n'ont pas droit au bonheur, qu'ils sont faits comme ça et que de toute façon, personne ne va les accepter tels qu'ils sont, personne ne va les aimer, ils sont mieux dans leur coin, ou ils ont tellement peur de la déception qu'ils préfèrent se recroqueviller en eux, rester seuls. J'aimerais vraiment qu'on fasse cette nuance. Dépression, ok, mais la dépression n'est pas, comment dire, les blessures intérieures sont autre chose. Le vécu qu'on a eu depuis l'enfance sont autre chose. Et c'est, comment dire, c'est en ce sens que c'est louable le travail, l'exercice que nous faisons ce matin, en parlant déjà de dépression, pour montrer aux gens que il faut éviter d'en faire un tabou. La dépression, d'accord, les blessures intérieures aussi, ça existe. Et il ne faut pas avoir peur à l'idée d'aller vers un psychologue. Ce n'est pas un drame en tant que tel. C'est comme quand vous êtes malade, quand vous avez votre palu, quand vous avez votre... On va chez le médecin. Oui, vous allez chez le médecin. Quand vous avez mal, vous allez chez le médecin. C'est exactement comme ça. Quand vous êtes... Puisque si dans votre tête, ça ne va pas, mais rien d'autre ne va. Et c'est ce que les gens ne comprennent pas. La santé mentale est tout aussi importante que la santé physique. Et quand vous n'allez pas bien, n'ayez aucun complexe si vous avez l'impression que dans votre entourage, vous n'avez pas une aide, vous n'avez pas un coach, vous n'avez pas une source de motivation qui puisse vous permettre de sortir de la situation. Allez vers un psychologue et discutez de vos blessures intérieures pour en guérir. Très bien. Merci Nancy, nous allons donc poursuivre nos discussions tout à l'heure, mais avant je voudrais vous proposer de faire un tour à la régie pour suivre nos amis téléspectateurs, quelques citoyens qui se sont prononcés sur notre thème d'aujourd'hui. La dépression, c'est un état d'esprit d'une personne qui n'a plus espoir. Et selon lui, tout est fini, quoi. Il n'a plus espoir que du jour au lendemain, tout peut changer. Quelqu'un qui est surpassé par des problèmes, tel est mon cas par exemple. J'ai perdu ma femme que j'aime tellement. Ça m'a traumatisé. Vraiment. Non seulement je suis dialysé, depuis 16 ans, j'ai subi la dialyse.
c'est déjà un poids pour moi, un souci pour moi. Mais en plus de cela, j'ai perdu ma première femme, que j'aime beaucoup, qui m'a quitté. J'ai envie même de la rejoindre, quoi. La dépression, c'est un état où déjà ça nous arrive quand on est dans une situation compliquée. Et puis c'est un état où on n'a pas envie de sortir, on se sent vraiment nul, inutile. On ne sait pas quoi faire ni comment s'en sortir. Ce qui peut amener quelqu'un à la dépression, il y a d'abord le fait qu'il a tout essayé et il voit que ça ne marche pas. Peut-être qu'il n'a plus les moyens de subvenir à ses besoins. Il a essayé tout et pour lui, il n'y a pas le résultat. Il se trouve dans un état de désespoir total. C'est un état de désespoir total qui peut amener à la dépression. Il y a aussi les soucis, les stress. La vie coûte tellement cher. Les enfants ont des diplômes, mais ils ne trouvent pas à faire. Tel que le président actuel est en train de former les élèves avec les pratiques qui accompagnent l'étude. Ouais, ils vont s'en sortir, ils vont faire quelque chose pour s'en sortir. Ce qui fait que les gens, les jeunes ont des diplômes jusqu'aux licences, maîtrises, et des diplômes au-delà même, et tu les vois conduire déjà. Comment est-ce qu'on ne peut pas... Alors que les parents se sont donnés pour espérer quelque chose de ces enfants-là. Les enfants même, ils sont à la maison, ils ne font rien, d'autres refusent même, ils sont dépressés. Bien sûr, ça m'est déjà arrivé d'être déprimé. Après ma licence, c'est-à-dire il y a 3 ans, bon, je cherchais du boulot. Je suis chercheur du boulot et c'était un peu compliqué. Donc pendant près d'1 an et demi, je n'avais pas de boulot, j'étais à la maison. Il y a les parents qui mettaient la pression, et, évidemment. Déjà, tu es un jeune garçon, tu dois trouver quelque chose à faire. Tu ne fais que dormir toute la journée et tout. Donc c'était compliqué, vraiment compliqué. Difficilement, je me dis tous les jours, bon, c'est comme ça, on va se laisser, c'est comme ça, je vais laisser aussi mes enfants, c'est comme ça, je vais laisser tous ceux-là que j'aime. Je n'arrive pas à supporter. En plus de la disparition de ma femme, j'ai ce problème de dialyse là, que je viens 2 fois par semaine. Et il arrive des moments où même, pour arriver ici, c'est tout un problème. Je suis fatigué parce que je suis déjà dans ma 16e année, au-delà même de ma 16e année de dialyse. Avec les problèmes les soins qui ne sont pas idéaux. Les soins ne sont plus idéaux. Il faut sortir de l'argent pour payer les médicaments. Alors qu'on ne travaille depuis 15 ans, 16 ans, je ne travaille plus. Vous voyez que c'est compliqué. Il y a aussi les déceptions amoureuses. Les déceptions amoureuses entre l'homme et la femme. La trahison. Et les stress. Il y a assez de problèmes qui entraînent la dépression aujourd'hui. Surtout au niveau des jeunes. Lorsqu'il n'y a pas les moyens. Aujourd'hui, vous allez constater que les jeunes sont très ambitieux. On veut arriver tout de suite. On veut devenir riche tout de suite. Et quand on n'y arrive pas, on se donne déjà de blocus. Et on se dit que je ne peux plus. Vaut mieux se donner la mort. Déjà, je me suis levé parce que j'étais couché. Je me suis levé et j'ai commencé à envoyer des messages à des amis et tout. Donc quand j'ai eu le premier boulot, ça m'a vraiment libéré. Je me suis senti utile à la société, utile là où je travaille. Et je me suis senti vraiment bien. Oui, aujourd'hui, on remarque la dépression au niveau des jeunes. Imaginez des jeunes qui se sont donnés, qui ont étudié, sont allés à l'université et en retour, ils ont cherché sur le marché d'emploi, ils n'ont pas eu l'emploi. Comment subvenir à leurs besoins? Donc, face à cette situation, les jeunes qui n'arrivent pas à trouver les 3 repas par jour, soit c'est un repas toute une journée, il n'y a pas espoir. Donc, ils se disent que tout est fini. Et là, ils peuvent se donner facilement à la mort. C'est pourquoi on constate à des moments donnés des jeunes qui vont se mettre la corde au cou.
soit disant qu'il n'y a plus d'autres débouchés. Vaut mieux s'en finir une fois pour de bon et aller se reposer s'il y a un repos à l'au-delà. Vous voyez? Ce que je peux dire, c'est quoi? Chacun de nous, c'est-à-dire quand Dieu nous a créés, il a mis un don en tout un chacun de nous. Donc, il faut trouver la force et aussi, surtout, il faut prier pour que Dieu nous montre le chemin. Parce que c'est lui qui connaît le chemin, c'est lui qui nous a créés. Donc, c'est lui qui connaît ce pourquoi nous sommes là. Donc, c'est à lui de nous orienter et aussi, c'est à nous de travailler dur parce que c'est seul le travail qui paye. Et c'est en croyant à ses rêves, en se fixant des objectifs clairs, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, pour chaque année, et en travaillant dessus, qu'on arrive à accomplir sa destinée. C'est comme ça que tout va bien se passer. Voilà, donc c'était les avis de quelques citoyens sur notre thématique du jour, un élément réalisé par Nafissat Hassani. Alors, Aurore sur vous avez suivi les citoyens qui sont intervenus. Vous en retenez quoi? Vous en pensez quoi? Je retiens que la dépression atteint toutes les couches de la société parce que j'ai vu les aînés parler ainsi que les jeunes. C'est vrai, tout est tourné autour de l'emploi. Quand on a fini d'étudier et puis on manque d'emploi, c'est vrai, nous proposons aux gens d'aller à l'entrepreneuriat aussi. Ça permet d'éviter un temps de stress. C'est vrai qu'il n'y a pas une alternative exacte en réalité. Il faut être équilibré au-dedans de soi pour pouvoir s'en échapper. Alors, Eman, vous les avez suivis également? Moi, j'ai retenu que le souci fondamental, ça se base sur la question de la pauvreté. Parce que généralement, chez nous en Afrique, notamment le Bénin, il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas quoi faire. Les gens apprennent longtemps, mais ils restent à la maison et ils galèrent ils chôment toute une période. Donc ça déprime aussi. Ça déprime bon, aussi. Vous êtes étudiant, j'espère que... Je suis étudiant aussi. J'espère que vous préparez l'avenir pour ne pas tomber exactement comme les autres, pour ne pas replonger encore. Je pose mes balises. D'accord, c'est rassurant. Diane. Alors, quelqu'un était dans un état de dépression quand le papa, la maman tout de suite lui disent mais tu es âgé, tu as étudié, tu es toujours à la maison, alors ne dors plus trop à la maison. Il dort tout le temps à la maison. Alors il a vécu cet état de dépression là, il a déprimé tout le temps, mais il a dit quelque chose qui m'a intéressée. Là, il a dit il s'est senti utile à la société quand il a commencé à travailler. Ça veut dire que peut-être en son temps, il n'a pas su qu'il était en train de déprimer, qu'il était dans un état de dépression. Mais après avoir trouvé un boulot, un job, après avoir commencé par s'occuper tout de suite, il y a le respect qui s'impose. Et il y a que les parents ne lui disent plus tu dors trop à la maison. Alors là, il devient utile à la société. Ça m'a intéressé. Je pense que c'est déjà un état de dépression qu'il a quitté. Et tout de suite, dans les autres familles où ce qu'on constate aujourd'hui, il n'y a pas d'emploi. Et quand vous n'avez pas d'emploi, quand vous avez un certain âge donné, peut-être 30 ans, il y a des personnes qui ont jusqu'à 30 ans qui vivent déjà ou dépendent des parents tout le temps. Et comme ça fatigue les parents. Et on note déjà un état de dépression aussi chez les parents parce que tout de suite, quand ils se soucient tout le temps de cet enfant-là, j'ai investi, mais l'enfant n'a pas pu réussir. Le parent ne dort plus, le parent n'a plus de sommeil, il réfléchit tout le temps. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, je pense que dans ce cas, on peut parler déjà de dépression. C'est ce que j'ai retenu. Nancy? Oui, nos amis nous ont... ce qui est intéressant déjà, c'est de voir qu'ils ont conscience de ce que c'est que la dépression. Et ils en ont très bien parlé. Moi, ça me fait plaisir déjà de savoir que de plus en plus, les gens n'en font plus un sujet tabou. Les gens arrivent à reconnaître quand il y a une période de déprime et tout. Et là, ça a beaucoup tourné autour de l'emploi, autour du chômage. Et il est important qu'on apprenne en fait à notre jeunesse qu'au-delà de l'emploi, il faut déjà qu'ils développent leur talent caché, qu'ils développent ce qu'ils savent faire du bout des doigts
pas forcément que ce soit un peu comme une imposition à l'entrepreneuriat, non. Mais il faut que les gens aient des loisirs. Il faut que les gens apprennent à s'accrocher à ce qu'ils aiment faire réellement. Vous avez des gens qui aiment peut-être danser, qui sont de très bons chorégraphes. Pourquoi, quand on se retrouve dans cette période où on n'a pas un emploi, pourquoi on ne fait pas de la danse on ne travaille pas sa passion pour la danse, par exemple. Il y a des gens qui aiment bien faire la cuisine et tout ça. Quand ils sont dans ces périodes de chômage, c'est le moment de développer davantage ce talent, de chercher à nourrir davantage cette passion pour la cuisine. Et c'est quelque chose que nous n'avons pas, c'est une éducation que nous n'avions pas par le passé. Les parents ne nous ont pas trop encouragés à développer nos talents cachés, à cultiver nos passions. Et moi, je pense que de plus en plus, il faut en parler, il faut permettre aux gens de vivre de leur passion, il faut permettre aux gens de s'accrocher à leur passion pour que même si vous avez appris un métier à l'école et que sur le marché de l'emploi, vous n'arrivez pas à vous retrouver dedans, développer, essayer de travailler sur cette passion, même pas forcément en faire une carrière, mais au moins le fait de travailler sur votre passion pendant la période de déprime là va vous permettre de ne pas faire autre chose, de ne pas penser ne pas trop penser à votre condition de chômage. Et on ne sait jamais, en le faisant, ça peut vous ouvrir de nouvelles opportunités. Alors, c'est vrai que Aurore, tout à l'heure, parlait des aînés qui peuvent également déprimer. Et même quand on est après la retraite et autres, on peut tomber dans la déprime également. Oui, également, on peut tomber effectivement dans la déprime parce que c'est le temps où beaucoup font le bilan un peu de leur vie et puis se rendent compte des fois, peut-être, il y a certaines choses que j'aurais dû faire, que je n'ai pas réussi à faire et puis ils commencent par perdre un peu le contrôle au-dedans d'eux. Donc, parce que le bilan semble être négatif à un moment donné. Et il y a plus on prend de l'âge, plus il y a des situations auxquelles on est confronté. Il y a aussi la situation des enfants, il y a la situation de l'entreprise qu'on gère, ou c'est pas de son travail et tout le reste, de la réalisation aussi par rapport à la vie. Il y a toutes ces choses qui amènent les aînés aussi à déprimer réellement parce que plus on devient plus âgé, plus on ne sait pas à qui se confier parce que c'est comme papa doit être trop parfait ou maman doit être trop parfait. Alors tout le monde veut le parent trop parfait. Donc le parent ne peut pas dire à ses enfants, je ne sais pas, ou à sa femme, voilà, ça ne va pas du tout. Parce que tout le monde réclame effectivement son attention. Donc du coup, ça amène les aînés à se concentrer sur eux-mêmes des fois et ce n'est pas souvent facile aussi à gérer. C'est de reconnaître quand même que c'est des moments difficiles qui peuvent arriver à toute la couche de la société et déjà de commencer par accepter que c'est pas une faiblesse en réalité. Déprimer, c'est pas une faiblesse. Parce que généralement aussi, il y a ce côté-là où on n'arrive pas à afficher sous nos cieux. Parce qu'on croit que quand quelqu'un déprime, c'est certainement une faiblesse. Il y a quelque chose que tu aurais dû faire, que tu n'as pas fait, c'est pourquoi tu déprimes. Donc, nous devons apprendre à nous accepter et à pouvoir accepter que nous sommes des humains. Au-delà de tout, nous ne sommes pas des extraterrestres. Donc, des choses, ça peut arriver. Donc, et ça ne s'éternise pas, ça passe aussi. Nancy, la dépression des personnes âgées. C'est un sujet qui est de plus en plus préoccupant. En matière de santé publique, c'est un sujet qui est de plus en plus inquiétant parce que effectivement, à partir d'un certain âge, les parents se retrouvent en manque de force physique, en manque force d'activité, en manque d'activité, et aussi les recettes diminuent, c'est-à-dire les entrées financières diminuent. Oui. Et c'est des périodes où ils se retrouvent sans leurs enfants parce que peut-être tous les enfants sont déjà grands, sont allés se marier, qui vivent à l'étranger, chacun est dans son monde. Et les parents sont en quelque sorte livrés à eux-mêmes. Il y a des parents qui vivent seuls, de nos jours, ils vivent tout seuls. Et c'est grave parce que les enfants qui sont dans un système où ils sont tellement en train de courir qu'ils oublient même parfois de prendre des nouvelles des parents. Et ça, c'est quelque chose que nous devons revoir. C'est vrai, il faut travailler, c'est vrai, il faut chercher de l'argent, mais il faut
essayer de trouver cette formule-là, de toujours garder de toujours tendre la main vers ces personnes âgées, de toujours tendre la main vers nos proches. Moi, ce que je propose souvent aux jeunes, c'est de faire, à nous, notre génération, c'est de faire cet effort-là, tout au moins le week-end, d'aller rendre visite ou tout au moins de contacter nos parents, que ce soit une tante, ceux-là que nous savons qu'ils ont un certain âge et qui se retrouvent seuls. Voir dans quelle mesure envoyer quelqu'un leur, et passer, même si c'est pour leur faire une petite livraison. Le simple fait que quelqu'un va chez eux et dit, j'ai un petit colis à vous livrer, ça permet aux parents. Il y a des fois, et je me rappelle, il y a une histoire où on a envoyé un jeune faire une livraison à un parent, et arrivé là-bas, le parent il a installé le jeune pour discuter avec lui, il lui a servi à manger, il lui a servi à boire, et l'autre qui dit, mais moi je suis juste venu livrer un colis, il dit, mais tu vois, la maison est vide, je ne reçois pas souvent de visites. Il faut bien que tu puisses servir à ça. Et c'est vraiment important que nous ayons toujours ce regard à l'endroit des aînés, à l'endroit des parents, et qu'on sache qu'ils ont, c'est-à-dire, pendant longtemps, c'est eux qui ont fait pour nous, et maintenant, c'est à nous de leur retourner la balle. Ils deviennent aussi comme des enfants, ils deviennent aussi vulnérables que des enfants, et il faut essayer de prendre soin d'eux. Alors, Herman, je vais vous libérer dans les prochaines minutes, mais avant, je voudrais quand même vous demander comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui quand vous faites un retour sur tout ce que vous avez vécu comme situation. Comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui? Aujourd'hui, il faut comprendre, je mets Dieu au-delà de toutes choses parce que avec l'âge évolué, je me suis plus assagi, autant pour moi. Donc, je prends Dieu au-delà de toutes choses, et quand je suis confronté à certaines situations, je prie parfois et puis je m'en passe. Et quand vous retournez un peu en arrière, qu'est-ce que vous vous dites? C'est vrai, c'était difficile, mais pour l'âge pris et pour mes expériences, je me dis que je n'ai pas droit à l'erreur. Donc c'est comme ça que j'arrive à m'en passer le plus souvent. Très bien. Merci beaucoup, Herman Noindé, d'être venu sur ce plateau. Est-ce que vous avez un mot pour nos amis téléspectateurs? Merci beaucoup. Il y a un aspect qu'on n'a pas abordé que j'aimerais souligner. Ici en Afrique, les personnes de troisième âge, nous avons l'impression généralement qu'ils sont stigmatisés. On n'a pas envie de les approcher parce qu'on les traite de tout nom, qu'ils sont des sorciers. Donc, pour moi, je pense que il faut... Un instant, Herman. Allô? Allô? Oui, bonjour, monsieur. Comment ça va? Très bien, et vous? C'est votre vieux. Oui, j'ai reconnu la voix finalement. Monsieur Trappé, bienvenue sur le plateau. C'est Trappé depuis Sinandé. Oui. Votre commentaire sur le sujet? Ça va. Ça va très bien. D'accord, c'est heureux. Et je me porte bien. Diane, vous avez vu votre émission de la semaine passée, il me semble que ça revient un peu. Alors, bon. Oui, ça revient. Parce que vous savez qu'on a fait une émission en temps là, et on parlait des vieux. Vous voyez que la dame qui vient d'arriver là, quand elle parlait encore là, j'ai dit, il ne faut jamais abandonner la maison là. Vous voyez maintenant un peu. Et la dépression là, je vous dis, vraiment, il faut que Dieu nous éloigne, que le minimum là, on arrive à comprendre. C'est difficile. Moi, je dis, ces temps-là, moi, j'ai vécu tout ça là. C'est très difficile, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile que Dieu nous éloigne de ce genre de problèmes-là pour que la jeunesse puisse adorer. Il n'y a personne sur cette terre qui n'a pas de problème. Je le dis toujours. Personne. Nous avons tous nos problèmes. Et nous évoluons avec nos problèmes. Chacun d'entre nous a ses problèmes. Donc, vraiment, quand ça arrive à quelqu'un là, que Dieu l'aide à supporter pour que ça puisse aller. Et surtout la jeunesse, quand on dit que on a déjà vu pour nous, on a fait ceci là. Oui. Non, moi je n'ai jamais dit, moi je n'aime pas ce thème là. Vous voyez, on est jeune, mais il faut savoir qu'on est jeune, on serait papa, et quand vous êtes papa, vous serez vieux, et vous allez revenir encore à l'enfance. C'est le cycle là que les gens oublient. Très bien. Et quand certains disent que non, moi là, quand je suis déjà sur là, je suis indépendant, je suis libre,
on me libère et que je libère les parents, ils n'ont qu'à rester là où ils sont, et moi, je vais rester là. Il faut savoir que la roue là-bas, ça tourne toujours. Oui, absolument. Ça tourne. Que Dieu nous épargne de ces genres de problèmes. Amen. Merci Diane. Je vous embrasse et je salue vos invités là. Merci, monsieur 3P. Passez une excellente journée. Nous suivons, on finit donc avec Herman. Oui, je disais tantôt que généralement en Afrique, on a l'impression que les personnes du troisième âge, les patriarches, on les stigmatise sous prétexte qu'ils sont des sorciers, des sorcières. Je pense que c'est des gens à qui nous devons plus la vie et on a le droit de leur donner tout l'amour possible pour qu'ils puissent en passer de ces situations-là, parce que c'est très capital aussi. Merci bien, Emmanuel Inde, pour vos mots. Je vous souhaite une excellente journée, mais restez avec nous dans le studio. Voilà donc Nafissa Tassani, bonjour. Bonjour Brunel, amis téléspectateurs, bonjour. Vous allez bien ce matin? Ça va très bien. Avec vous, les messages donc de nos amis téléspectateurs. Ok, nous allons commencer. Nous avons que des messages anonymes ce matin. D'accord. Cela ne m'est pas arrivé encore, mais j'ai observé le phénomène chez quelqu'un d'autre. C'est très difficile pour lui, ses parents et son entourage. C'est une fille qui est amoureuse d'un autre homme et l'homme avait déjà quelqu'un dans sa vie. Mais comme l'homme a constaté l'erreur à ne pas commettre, il s'est rapproché de la fille afin qu'ils puissent être amis. Donc la fille, dans ta tête, elle fantasmait sur l'homme, mais l'homme était déjà prêt. Un jour, cette fille apprend que son ami veut se marier et depuis, elle est tombée dans une forte dépression depuis près de 13 ans. Et ça ne va pas. Et quand elle est sous traitement et quand elle cesse de prendre ses médicaments pendant 3 jours, elle retombe dans une dépression plus grave que la précédente. Elle a eu entre-temps à faire des enfants et quand elle a des crises, elle tape ses enfants copieusement. Alors, Nancy, c'est vrai que ça nous fait parler justement du traitement de la dépression. Alors, le traitement de la dépression, surtout quand elle est majeure et sévère, c'est un traitement médical. C'est un traitement médical, c'est un accompagnement psychologique qu'il faut faire et il faut en fait que, un peu comme je l'ai dit, il faut en fait que les gens acceptent que c'est une maladie qui peut être même plus grave que les maladies pour lesquelles ils ont tendance à courir pour aller à l'hôpital. Donc, quand ça commence à s'installer, que ça atteint ces extrêmes-là, ces niveaux-là, il faut vraiment se faire suivre et se laisser guider par l'équipe médicale, par l'équipe soignante. Aurore, sur son exemple, ce témoignage. C'est des cas qui sont récurrents dans la société, surtout liés à la dépression liée aux sentiments. Mais je crois que dans la vie, il faut pouvoir accepter parce que généralement, c'est parce que certainement cette dame voit ce monsieur qui lui a échappé en griffe trop parfait par rapport à ce qu'elle a eu à rencontrer, juste parce qu'elle a encore fait des enfants, je veux dire. Donc elle s'est remise certainement en couple. Mais le fait qu'elle est calée dans sa mémoire que voilà, ce monsieur, c'est lui qui est censé être là, elle ne va pas s'ouvrir à tous ceux qui viendront dans sa vie. Et ça fait qu'elle verra tout le monde de méchant et puis elle va rester dans son monde. Donc, c'est déjà le fait d'accepter qu'il n'y a pas une seule personne qui soit parfaite. On peut tomber sur le bon tout le temps. Donc, c'est un point de vue qu'il faudrait que les gens commencent par accepter pour pouvoir sortir de ces dépresses. Parce que les médicaments, ça rend dépendant en fait. Et en prendre toute la vie, c'est aussi de l'argent qu'il faut vraiment dépenser dedans. Donc, déjà, le fait déjà de s'ouvrir, d'accepter tous ceux qui peuvent venir, ça va l'aider à positiver la vie et à apprécier tous ceux qui sont là. Allô? Oui, madame, bonjour. Bonjour, monsieur Eugène. Oui, tout à fait. Bienvenue sur le plateau. Je voudrais vous remercier pour le sujet, la dépression. Moi, je vois la chose autrement. Oui. Ceux qui se permettent d'être la victime, ce sont ceux-là qui voient la vie, qui voient la vie
bizarrement, en fait, ce n'est pas encore le vrai mot que je veux dire. Ce sont ceux-là qui, pour eux, la vie a d'importance. Sinon, normalement, lorsque vous êtes vous vivez d'abord en amitié, d'accord, et que la personne vous lâche, mais dites-vous toujours que c'est la grâce divine, d'accord, parce que justement, Dieu, voyant plus loin que vous-même, a décidé que ce soit ainsi, pour que vous ne souffrez pas plus tard. Ça, c'est le premier volet de lorsque vous vivez en amitié. Maintenant, lorsque vous êtes déjà en couple, d'accord, et que c'est la même chose, banalisez la chose. Dites-vous, lorsque une porte se ferme, c'est qu'il y a une autre qui s'ouvre, et puis il y a même le bonheur au-delà. Maintenant, quand il s'agit des parents, en fait, des enfants qui le rendent plus visible à leurs parents, moi j'appelle ça de l'ingratitude. D'accord? Et aux parents là, de ne même pas se faire de soucis. En fait, moi, si il s'avérait qu'un enfant oublie mon existence, je vais taper des pieds et des mains parce que ça ferait pour moi bon débarras. Wow, monsieur. Vous voyez? Oui. Mais non, c'est aussi sincère, hein. Maintenant, comme en France, en fait, je vais d'abord dire, comme nous autres aimons copier l'Occident, lorsque ça nous arrange, je demanderai à nos dirigeants de créer, je dirais, une maison de retraite pour ces hommes du troisième âge, hein, pour qu'ils vivent et être suivis par une équipe médicale. Et puis, je pense qu'il y aurait moins de problèmes de dépression. Pour ma part, moi, j'aurais été président d'une république, que j'aurais pris cette initiative, puisqu'on appelle l'Europe, on appelle le tour du monde. D'accord. Et on est copié au moment où ça nous arrange. Mais maintenant, on a intérêt à le faire parce que, quels que soient nos milliards, il va arriver un jour où, malgré ça, les gens vont même plus chercher à nous fréquenter. Et en ce moment, on se sentirait seul dans un creuset où presque tout vieillard se regroupe. Il y a toujours des choses à se dire. Et on oublie même, excusez-moi, en grippe, les enfants égarés qui nous ont oubliés. Et puis basta, quoi. On vivra même plus que nos enfants. Merci, monsieur Eugène Wayon. Merci, monsieur Eugène Wayon. On a compris le fond de votre pensée. On rentre très rapidement, on finit avec votre intervention sur ce message. Ou bien sûr, Eugène, pourquoi pas? Oui, déjà, en fait, la manière dont il s'est exprimé, si quelqu'un te lâche, il faut passer à autre chose. C'est pas si facile en réalité que ça, parce que c'est un problème un peu plus émotionnel. Et c'est dans le subconscient en réalité que ça se passe. Les gens, je crois, veulent bien se passer d'une personne rapidement, mais en vérité, quand tu te mets au lit et puis tu penses à la personne, c'est involontaire des fois. Mais juste que il ne faut pas déifier quelqu'un en réalité. Il faut savoir passer à autre chose et accepter les autres qui viennent. Bon, nous allons continuer. Quand les situations de la vie rendent dépressif, le meilleur moyen est de communiquer. Il faut oser en parler. Des personnes ont reçu la formation adéquate pour accompagner les dépressifs. C'est vers eux qu'il faut se tourner. Absolument, c'est ce qu'on disait donc tout à l'heure, qu'il faut aller vers un psychologue, surtout quand ça devient très, très sévère. L'entourage, pourquoi pas, peut aussi nous aider. Diane, très rapidement sur son message. Il faut se tourner vers un psychologue clinicien, peut-être si on a, parce qu'on dit souvent qu'ils sont trop chers, quand vous n'avez pas peut-être les moyens, allez demander, peut-être il y a des proches qui ne sont pas forcément des psychologues, mais quand vous vous confiez, ils sauront peut-être vous orienter pour que vous puissiez surmonter ce problème-là. Oui, un autre message. Nous allons poursuivre. La dépression, il faut vraiment avoir le courage, la patience pour se défendre lorsque ces moments arrivent.
Tout chemin que l'on emprunte est parsemé de difficultés et la seule solution pour y parvenir est le courage. Il faut aussi demander conseil auprès des personnes dignes de confiance qui pourraient aider à surmonter les difficultés. Il y a un autre qui dit: écouter de la musique triste, pleurer de toutes ses forces et trouver quelqu'un avec qui discuter. Enfin, quelqu'un qui sait écouter. Tout autour de la communication et d'une personne de confiance. Nancy? Oui, à travers ces messages, j'aimerais revenir sur l'importance effectivement de travailler sa résilience. Il faut travailler sa résilience. Il faut accepter que les coups, les moments durs font partie de la vie. Et effectivement, chacun, il y a des gens qui mettent toutes leurs énergies, c'est-à-dire quand ils se retrouvent dans cette situation-là, ils tournent toutes leurs énergies négatives qu'ils mettent dans le sport. Et c'est le lieu de repréciser l'importance des loisirs. Quelqu'un a parlé par exemple de la musique. La musique, la pâtisserie, la passion que vous avez pour quelque chose peut vous permettre de sortir de cette mauvaise période-là. Très bien. Un autre message? J'ai vécu le plus horrible dépression de ma vie en mi-2018. D'ailleurs, ça continue, sauf que ce n'est plus aussi intense qu'au début. C'est un truc vraiment dangereux et que mon tout dernier morceau parle de ça justement. J'ai essayé de la combattre, mais elle m'a consumé de l'intérieur. J'ai bien peur de ne pas pouvoir dire comment y faire face parce que pour être franc, je ne sais pas ou peut-être je refuse de le savoir. Pour être franc, qui ne sait pas comment échapper à la dépression. Peut-être qu'il ne veut pas aussi savoir comment échapper. Oui, je crois que ça doit être, il y a des formes de dépression qui permettent de faire une fuite à la réalité de la vie. C'est comme ça conforte un peu dans la mémoire le fait de s'évader. Je crois que c'est pourquoi il ne voudrait pas vraiment savoir comment s'en sortir. Ça, c'est pas un certain plaisir dans la pensée en réalité, mais ça empêche de faire autre chose en réalité dans la vie. Cette forme de dépression où on n'a pas envie de s'en sortir. Bon. Non, si. Ceux qui disent souvent qu'ils n'ont pas... il y a des gens qui refusent de voir la réalité en face, ou même quand ils savent exactement. C'est un peu comme quand j'ai parlé tout à l'heure du boulot. Il y a aussi des gens qui sont avec des conjoints qui les font déprimer. C'est-à-dire, vous êtes avec un conjoint, vous savez que la personne ne vous permet pas d'avancer, de vous sentir bien. Quand je dis avancer, ce n'est pas un avancement professionnel, non. De vous sentir bien, de vous aider à gagner confiance en vous, de vous aider à être une meilleure version de vous-même. Et la situation est telle que les agissements de l'autre vous plongent chaque jour un peu plus. Et vous savez très bien que vous connaissez très bien la cause de votre déprime. Vous savez que ça ne dépend pas seulement de vous. Si vous voulez aller mieux, ça ne dépend pas uniquement de vous parce que les actes de l'autre rejaillissent sur vous. Et parfois, des gens sont dans ces situations-là, mais parce qu'ils refusent de vouloir quitter ces relations-là, ils sont là et ils subissent. Donc, effectivement, on peut être dans une dépression où on est conscient qu'on est dans une dépression. On sait très bien quelle est la cause de la dépression, mais on refuse d'aller de l'avant. Un autre? Une dépression est d'abord un trouble mental causé par les situations de la vie ou un dégoût pour toute activité. La dépression peut être à la fois sociale comme psychologique. Pour y faire face, il faut s'entourer de la société ou de nos proches qui peuvent comprendre ce que nous ressentons. Se fixer des objectifs, retrouver une routine qui nous est bénéfique, avoir l'envie d'être guéri. La dépression est une maladie à ne pas prendre à la légère. La guérison d'une personne qui souffre de la dépression vient tout autant de lui que des personnes qui l'entourent. Diane? Je suis entièrement d'accord avec ce que l'intéressé dit.
La dépression, tout de suite, c'est accepter, surmonter. Quand vous savez que vous vivez la situation, vous êtes dedans et vous vous rendez compte déjà que c'est un état de dépression, c'est la dépression. Alors acceptez, surmonter et entourez-vous des bonnes personnes. C'est ça, je disais tout à l'heure. Il y a des personnes qui n'ont pas forcément de l'argent pour se diriger, s'orienter vers un psychologue. Alors quand ils ont peut-être un proche qui peut peut-être les écouter, un ami, pourquoi pas, ou vous avez peut-être confiance en cette personne et vous pouvez vous confier et elle peut vous orienter, elle peut vous dire voilà, ayez confiance en vous, faites ci, faites ça, ça va marcher à coup sûr. Alors comme ça, on se confie et ça marche. Nafissa, un autre message. L'avant-dernier, bonjour le plateau, j'espère que vous allez bien. La dépression est un phénomène qui laisse toujours des séquelles physiques ou mentales chez l'être humain. Il est très difficile de s'en sortir si tu n'as personne pour te soutenir dans les moments de dépression. Donc, selon moi, pour y faire face, il faut une personne qui saura vous comprendre dans la situation que vous vivez. Merci et très bonne journée à vous. Merci à lui et très bonne journée. On passe rapidement au dernier message. Dernier message. Ensemble, oui. Et je pense qu'il faut avertir son entourage le plus proche pour y faire face ensemble. Le manque de communication peut accentuer cette maladie. De plus, il faut avoir un mental positif pour dominer ce que les gens en disent. Et les gens disent de ça dans votre entourage. Pour finir, il faut vraiment se reposer à chaque fois qu'on est épuisé. Bien dormir au bon endroit et dans la bonne position est un excellent remède contre les maladies du cerveau et de l'esprit. Bon, Nancy? Oui, j'ai aimé le dernier message. Il faut pouvoir, en gros, moi je dirais, il faut pouvoir se choisir. Il faut pouvoir choisir son bonheur. Reconnaître qu'on a droit au bonheur et le rechercher en toutes choses. Si vous êtes dans une situation où vous n'êtes pas heureux, si vous êtes dans une situation qui ne vous permet pas d'avoir cette joie de vivre, il faut quitter. C'est difficile. Il faut quitter ou il faut changer quelque chose dans cette situation où vous êtes. Parce que quand chaque jour vous faites le bilan de votre journée, quand chaque fois vous faites le bilan et vous vous rendez compte que ça ne va pas, un jour, ça ne va pas 2 jours, ça ne va pas 3 jours, il faut trouver une solution. Le fait d'être l'épuisement ou le stress professionnel, lorsque vous êtes trop dedans, il faut savoir que non, là où vous êtes en train d'aller là, ça peut vous conduire dans autre chose et pouvoir prendre une pause, se dire non, ce week-end-ci, il faut que je sorte de mon cadre habituel, que j'aille m'évader. Si c'est que vous aimez la randonnée, allez faire de la randonnée. Si vous aimez faire de la lecture, éloignez-vous de votre cadre habituel, allez vous mettre quelque part, allez un week-end loin de la ville, quelque part, où vous allez avec votre bouquin, vous passez votre week-end à lire, à admirer la nature, à observer quelque chose de différent. On n'en a pas, l'Africain n'a pas cette culture du voyage, cette culture de la détente. Parfois, il vous suffit en tant que femme, en tant que mère, en tant qu'épouse, il vous suffit de juste prendre une pause, c'est-à-dire une journée ou un après-midi de samedi pour aller faire la manicure, la pédicure, aller vous asseoir quelque part pour qu'on vous fasse le massage. Et vous avez l'impression d'être requinqué, vous avez l'impression de gagner 10 ans de plus. Et c'est important de pouvoir trouver ces moments personnels de bonheur, ces moments où on repuise de l'énergie positive pour aller de l'avant. Quand ça ne va pas, il faut lever le pied. Il faut lever le pied. Alors, nous allons rapidement, avant de boucler ce plateau, parler de notre pensée du jour. Il s'agit donc d'un anonyme. La pensée est anonyme qui nous dit « La dépression, c'est de vivre dans un corps qui bat pour survivre avec un esprit qui cherche à mourir. » La dépression, c'est vivre dans un corps qui bat pour survivre avec un esprit qui cherche à mourir. Tiens. Vous êtes vivant, vous êtes sur pied, mais vous-même, vous n'êtes pas là. Vous n'avez pas d'énergie. Vous vivez. Et quand on parle de survivre, ça, vous ne vivez pas pleinement votre vie. Quand on prend l'exemple de quelqu'un qui sourit, qui est là tout le temps, et même qui vit bien, mais vous êtes en état de dépression, mais vous souriez, vous imitez cette personne, et on pense que tout va bien chez vous. Or, dans votre cœur, c'est tout autre chose. Vous n'avez pas envie, vous avez envie peut-être de disparaître de là, mais vous faites le paraître. Voilà, dans ce cas, je peux expliquer la pensée ici. Aurore. Oui, c'est
Un peu comme Diana a dit, c'est quelqu'un qui est là, mais en réalité, son esprit n'est pas là. Il veut juste disparaître. Il veut juste aller quelque part pour mieux s'évader. Mais au-delà de ça, c'est vrai, il faut s'évader dans le bon endroit. Il faut s'évader dans ce qu'on aime le plus pour pouvoir revivre et se donner de la vie à l'intérieur de soi. Vivre dans un corps qui se bat pour survivre, un esprit qui cherche à mourir. Nancy? Oui, moi j'appelle la dépression comme un état de mort pendant que vous êtes vivant. Et effectivement, c'est comme si vous arrêtez votre vie. Vous êtes là, vous n'avez plus goût à rien. Vous êtes là, vous n'êtes plus motivé à rien. Vous êtes là, vous n'avez plus envie de vous battre pour quoi que ce soit. Et vous subissez la vie. Alors qu'il faut pouvoir vivre la vie, vous pouvoir apprécier chaque instant de la vie. Et c'est en ce sens que c'est vraiment important d'avoir des loisirs, des distractions saines, des moments de réjouissance, des moments de bonheur, des moments où on se retrouve tout seul avec soi-même pour faire, pour faire le point, pour profiter des choses qui nous font plaisir. Nafisat? C'est ce qu'on appelle généralement corps présent, esprit ailleurs. C'est ça même. Tu es là, tu es là, tout le monde te voit, on pense que tu es réellement là. Oh, tu es vraiment très loin, très très loin. Et dans ce genre de situation, il faut essayer de se détendre, comme l'a dit Nancy. Voilà, il faut essayer de se détendre. Il faut communiquer. La personne en qui tu as le plus confiance, il faut le voir, parler avec lui. Et avec ça, je pense que tu vas vite trouver la solution. Alors, une question donc avant votre mot de fin. Est-ce qu'on peut l'éviter, la dépression? Est-ce que c'est possible de l'éviter, Aurore? En réalité, je crois qu'on ne peut pas l'éviter, parce que ça fait partie de la vie. Très bien, je prends en même temps votre mot de fin. Oui, c'est vrai, on ne peut pas l'éviter, ça fait partie de la vie, mais il faut, ma manière très simple, c'est de me réfugier dans la parole de Dieu. Quand Dieu dit par exemple que ton cœur ne se trouble pas, crois en Dieu, crois en moi. Donc, il faudrait vraiment avoir confiance en Dieu, sachant que tout finira pas bien se terminer d'une manière ou d'une autre, parce que la fin est plus importante que l'intervalle de stress que nous traversons, parce que jusqu'ici aujourd'hui, nous progressons. Le meilleur reste à venir réellement. Les bonnes choses restent à être découvertes et nous devons avoir cette espérance-là au-dedans de nous et aller vers le devant, sachant que de toute façon, tout finira par se résoudre. Et nous sommes là, aussi longtemps que nous avons la vie, nous devons pouvoir profiter de la vie, parce qu'il y a certaines personnes qui sont déjà mortes et beaucoup de choses les ont échappé. Donc nous devons prendre plaisir à la vie chaque jour et rendre grâce à Dieu pour cette vie qui nous renouvelle, sachant qu'il fera le meilleur encore dans nos vies. Merci. Merci Aurore. Diana? Nous sommes appelés à vieillir, alors on ne peut pas éviter la dépression tout de suite, c'est inévitable. Nous sommes appelés à vieillir, ce que je dirais tout de suite, c'est par rapport aux parents. Prenez souvent les nouvelles des parents, comment est-ce qu'ils vont, ça fait toujours plaisir et ça permettrait peut-être si le parent en quelque sorte était dans un souci, de face à une situation où il était en tristesse, où il réfléchit tout le temps, votre appel peut changer quelque chose. Après ça, je dirais qu'il appartient peut-être à l'entourage dans lequel quelqu'un vit, où vous sentez tout de suite que son comportement a changé. Ce n'est pas l'habitude, ce n'est pas comme ça que cette personne vit d'habitude. Alors, approchez cette personne si possible. Si vous avez, ça dépend du lien. Vous discutez, vous échangez. Si vous pouvez apporter quelque chose, ne laissez pas cette personne seule. C'est sûr que ça va changer quelque chose dans sa vie. Peut-être l'état de dépression. Nafisat? La dépression est inévitable. Il faut juste avoir un mental fort pour pouvoir affronter cette étape de la vie. Il faut être fort et aussi la famille joue un rôle capital dans ces moments de difficulté-là. Et quand on est entouré de bonnes personnes qui nous parlent de Dieu, qui nous parlent de la parole de Dieu, et ça nous permet de vite nous reprendre. Nancy? Moi, je dirais qu'il y a des attitudes à avoir pour essayer de prévenir la dépression. Ça peut se prévenir, il faut se mettre dans certaines dispositions pour pouvoir éviter qu'elle ne s'installe ou qu'elle ne dégénère. Quelle disposition par exemple?
comme disposition, moi je dirais, apprenez à vivre en étant vous-même. Apprenez à vivre en étant vous-même. En toute chose, essayez de privilégier votre bonheur, essayez de privilégier votre bien-être, c'est important. Et il faut cultiver la foi. Si vous êtes croyant, il faut vous accrocher à la foi, c'est quelque chose qui aide beaucoup. Et il faut éviter de vivre selon le regard des autres. N'essayez pas de vivre dans un système de conformisme parce que c'est comme ça, ils disent de faire. Finalement, c'est-à-dire quand vous vivez en essayant de vous conformer à ce que veulent les autres, vous ne vivez plus selon ce que vous-même vous voulez, selon ce qui vous fait plaisir. Et sans le savoir, vous commencez à descendre. À part ça, je vais dire, il faut se créer des distractions saines, il faut nourrir ses passions, nourrir ces sources de motivation, avoir des sources de motivation, pouvoir les déceler. Et dès que vous commencez, au bout de, moi je dirais, au bout de chaque semaine ou au bout de chaque mois, à la fin de chaque mois, il faut trouver une occasion pour prendre soin de soi. Merci beaucoup Nancy Lee Sogossi. Je rappelle que vous êtes médecin de santé publique Aurore Dossiovo. Vous êtes coach de vie, coach en développement personnel et en entrepreneuriat. Dianoni Ojen, Afisat Hassani, également Emma Noïle qui était sur ce plateau. Merci à vous. Je retiens principalement 3 choses: distraction saine, prendre soin de soi et nourrir ses passions Ces 3 choses donc peuvent vous permettre de vous sentir mieux si vous êtes dans un état dépressif actuellement. Ou encore, vous pouvez vous créer des dispositions pour ne pas tomber dans la dépression quand vous êtes confronté à des moments difficiles. L'essentiel, c'est de pouvoir continuer votre vie, de retrouver la joie de vivre et d'atteindre vos objectifs. Merci à vous de nous avoir suivis.